C'est probablement un des épisodes les plus fous que j'ai eu la chance de creuser sur Donne le rythme, et j'ai enregistré avec Nicolas Lejeune, CEO et cofondateur de Courtyard. Concrètement, c'est le plus grand acheteur de cartes Pokémon au monde. Notre concept, c'est de dire que ça amène un peu du fun à la découverte, parce que dans un monde où toi, tu sais exactement ce que tu vas avoir, c'est fun de dire comme recevoir un cadeau d'anniversaire ou quoi, où tu sais pas ce que tu vas avoir, etc. Donc ça amène un peu le fun, le côté fun là-dessus. Ça fait 10 ans qu'il a bougé aux États-Unis, il a travaillé 5-6 ans chez Google, et puis il a décidé de lancer son aventure entrepreneuriale. Il est passé par l'un des plus grands accélérateurs de start-up au monde, Y Combinator. Et donc on est rentré dans Y Combinator, et c'était durant le Covid, et donc c'était tout remote. Donc on était un des seuls batchs qui était remote. C'est le tout premier batch remote. Ouais. Son concept, concrètement, il a recréé l'expérience qu'on a tous connue en tant qu'enfant, l'ouverture d'un paquet de cartes Pokémon sans savoir ce qu'on allait avoir à l'intérieur. On achetait des cartes qu'on stockait dans un coffre, et tu avais un paquet fermé, digital, que tu achetais, tu savais pas ce que tu allais avoir, tu pouvais avoir quelque chose qui valait plus, quelque chose qui valait moins, mais tu recevais une carte. Et donc, premier drop, on achète, je sais pas, 10 000 euros de cartes, 100 cartes, on les vend. Sauf qu'ici, il a surtout l'expérience de découverte via son application et il va garder toutes les cartes en sécurité dans un coffre-fort. À la base, on avait contacté la seule société de coffre-fort que je connaissais, qui était la Brinks. Ouais. Au tout début, on les a convaincus parce qu'ils ne stockaient que des pièces d'or et de l'art, pas de cartes, donc, ou pas d'objets de collection. Et donc, on les a convaincus de faire un pilot avec nous. Alors c'est un concept qui peut paraître un peu fou et on peut même se demander comment il tient la route et pourtant il va générer des dizaines de millions de ventes par mois. On est en janvier 2024. Il y a 2 ans. Exactement. Ouais, il y a 2 ans. 50 000 $. Puis le mois suivant, on a vendu 100 000 $. Puis 200 000 $. Puis 600 000 $. 1,2 million. Puis on est arrivé à 9 millions en décembre. Ok. Puis on continue à grandir, etc. Et en plus, il a plein d'anecdotes à partager, comme quand son cofondateur et lui ont loué un Airbnb pendant 3 mois à côté de l'entrepôt parce que toute la logistique partait en vrille. Écoute, j'ai appelé mon cofondateur, j'ai dit, on loue un Airbnb et on a été à Salt Lake City. On a vécu au Volt. Et on se faisait des tours, on a fait les processus nous-mêmes. On était dans le Volt pour créer les processus parce que c'était impossible de scale. Il explique aussi ce que c'est de monter une boîte aux États-Unis et pourquoi son projet n'aurait jamais pu fonctionner en Europe. Bref, je crois que c'est un de mes épisodes les plus insolites. Enjoy. Bienvenue sur Donne le rythme, c'est parti, t'es prêt? Ouais. Génial. Épisode franchement hyper excitant à enregistrer. J'ai la chance, tu nous viens tout droit de New York. Belge d'origine, mais là, t'es de passage pendant 2 semaines et j'ai réussi à te choper. Ouais. Et t'es le plus gros acheteur et du coup vendeur de cartes Pokémon au monde. C'est correct. Je serais content. On va parler du coup de cartes Pokémon, de NFT, un peu de blockchain pour expliquer la technologie et de toute l'expérience que tu as mis en place. Je te propose de te présenter Courtyard, du coup ton projet en quelques mots, et puis on va plonger dans l'épisode. Super. Merci de m'avoir. Je suis donc Nicolas, j'ai grandi à Waterloo. J'ai commencé ma carrière, donc j'ai étudié ingénieur de gestion à Louvain, et j'ai commencé ma carrière à Google. J'ai eu la chance de recevoir un mail au hasard, en mode on recrute, ils envoyaient un mail à tous les gens du master, on recrute, juste envoyez votre candidature. Je me suis dit Google c'est bien, je savais même pas ce que c'était le job entre guillemets. J'ai eu la chance d'avoir le job et j'étais au tout début de Google Cloud, donc c'était les équipes SMB pour discuter avec les clients. SMB c'est Small and Medium Businesses. Ouais, pour discuter avec tous les clients, les PME. Ouais. Donc au début je discutais avec des entreprises des plombiers, des gens qui avaient 5-6 employés, et puis ça a augmenté, et puis je me suis occupé des plus grosses boîtes, je m'occupais des marchés français, et puis tout le marché des Nordics, donc tout ce qui est Suède, Norvège, etc. Puis toute l'Afrique, pour toutes les boîtes en dessous de 1000 employés. Et puis j'ai voulu partir aux États-Unis, et je me suis occupé de la Californie, donc tout ce qui est Californie West Coast, pour les small and medium businesses. Ouais. Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans en Californie. Et puis je produis de la musique, je voulais être DJ, je voulais être producteur. Et j'ai vu ce job pour gérer les labels de musique pour YouTube. Je me suis dit c'est parfait. J'ai postulé, j'ai eu le job. Et donc je m'occupais de tout ce qui était les indie labels aux États-Unis et Warner Music. Et donc j'étais un peu la personne de contact, si tu veux, pour s'il y a le moins de soucis, c'était moi qui contactais. Enfin, ces gens-là ont un accès direct, et donc tu as un peu accès ultime sur Google, sur YouTube, où tu pouvais contrôler, te connecter en tant que la personne, etc. Ok. Tu pouvais... J'aurais un exemple, ma vidéo bug, j'arrive pas à la loader. Il y a pas mal un problème d'analytics. Il y a un souci où, je sais pas moi, il y a une vidéo d'un rappeur qui sort et il y a quelqu'un qui fait comme ça là-dessus, et ils veulent savoir si ça va être démonétisé avant de la lancer, parce que dès qu'il la lance, ça va faire des centaines de millions de vues, et donc ils veulent pas que ce soit démonétisé. Donc plein de trucs comme ça. Et puis après 2 ans, je me suis dit que
c'était pas aussi fun que ça. Ça a l'air trop bien. Quand tu regardes de l'extérieur, ça, oh, putain, c'est trop bien, tu manages les labels de musique, etc. C'est une industrie qui n'est pas si grande que ça, et c'est beaucoup de droits. Ouais. Donc, c'est beaucoup de gens qui se battent sur les droits, mais en fait, cette chanson a le même sample que cette autre chanson, et donc, en fait, non, cette vidéo-là utilise cette chanson, et moi, je voudrais garder cet argent-là. Donc, c'est pas super intéressant, au final. Enfin, il y a tout ce qui est intéressant, mais c'était pas ma vocation. Et donc, j'ai regardé le boss de mon boss, et je me suis dit, est-ce que je veux être cette personne dans 10 ans? Et la réponse était non. Et donc, je me suis dit, il faut que je me lance. Il faut que je lance quelque chose. Et donc, j'ai commencé à regarder un peu de types de projets. Au tout début, je me suis blessé à la gym et j'ai été chez le physical therapist, donc le kiné. Donc, j'ai été chez le kiné. C'est un ami en Belgique qui est kiné, qui s'occupe des équipes olympiques. Et je pensais que j'allais avoir un massage. Et en fait, non, c'était que des exercices, genre des squats et des trucs comme ça. Et je me suis dit, je vais lancer, je sais pas si tu vois ce que c'est Peloton, c'est tout ce qui est des classes en ligne. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on me filme sur WhatsApp et qu'on m'envoie ça? Je vais essayer de Peloton for Physical Therapy avec lui. Peloton, c'est les vélos, justement. C'est les vélos. Mais je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une application, au lieu de me filmer et m'envoyer les vidéos sur WhatsApp, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une application qui fait ça? Donc, j'ai commencé à travailler un peu là-dessus. Donc, je ne suis pas un ingénieur. Et donc, il fallait que je trouve un ingénieur. J'ai essayé de contacter les ingénieurs que je connaissais. Il n'y a personne qui était vraiment intéressé. Et puis, j'ai découvert quelqu'un qui... Donc, c'était au tout début de la technologie des NFT. Mm-hmm. Donc, c'était avant que tout le monde en parle. On va expliquer peut-être les NFT. De base, donc déjà, le principe de la blockchain en quelques mots. Alors, on va pas faire un épisode blockchain parce que je pense qu'il faudrait 2 heures, voire plus, dédiées là-dessus. Donc, la blockchain, c'est une technologie qui va permettre de faire transiter de la donnée de manière décentralisée, donc sans une tierce partie. Donc, imaginons que... la donnée, ça peut être un paiement. On va prendre l'exemple du Bitcoin que tout le monde connaît. Mais donc, je te transfère un Bitcoin. J'ai pas besoin d'une entité tierce qui va valider que je l'ai et que je peux donc te l'envoyer. Ouais. Donc ça, c'est le concept de base de la blockchain. Ça a évolué. Il y a tous les smart contracts et il y a aussi le concept d'NFT parce que comme on peut envoyer de la donnée décentralisée, ça va plus loin et on arrive à la notion finalement de titre de propriété. Et donc, c'est quoi un NFT? Donc, c'est Non-Fungible Token. C'est ça, hein? Ouais. Et on va revenir après ce que m'est venir. Ouais. Mais le concept, c'est qu'en gros, imaginons que moi je suis propriétaire. Du coup, il y avait tous les apes. C'était les bored apes. Les bored apes. Donc, voilà. Pour beaucoup de gens, c'était genre des bêtes fichiers JPEG. Mais même si quelqu'un pouvait le dupliquer, le fameux fichier JPEG en question qui représentait l'unicité du coup de cette image, elle m'appartenait sur la blockchain et donc je pouvais transférer cette propriété-là. Oui, donc la façon dont j'explique la blockchain le plus simplement possible, c'est que tu as des databases. Une database, c'est juste ce qui dit qui possède quoi. Ouais. Donc, même dans ton compte en banque, ta banque a une database qui dit que tu as autant d'argent dans ton compte en banque et si tu en fais un virement, il y a eu ce virement qui est enregistré et cette personne possède là. C'est la même chose, sauf que c'est public. Tout le monde peut voir tout ce qu'ils possèdent. Et la seule chose qu'ils font, c'est que pour valider la transaction, ils demandent à des parties tierces de dire, écoute, tu peux valider la transaction et pour chaque validation de la transaction, tu vas recevoir un peu d'argent. Donc, un fee qui s'appelle le gas fee. Et donc, tu peux faire des transactions sur la blockchain, tu payes un gas fee, donc tu payes une petite somme. Et il y a des gens qui sont validateurs qui vont en fait valider la transaction pour être sûr que si tu m'envoies $100, je reçois $100. Et que tu ne puisses pas dire qu'en fait, non, tu m'as envoyé $1000. Ils valident ça et tout est public. C'est ce concept simple de la blockchain. Les NFT, c'est simplement de dire, il y a cet objet digital qui est sur la blockchain et qui dit que tu possèdes ça sur ce domaine public. C'est tout simple. Et moi, en fait, j'ai vu ce concept et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ça à des objets physiques? Parce que l'avantage d'être tout en public, d'avoir ce concept public, c'est que tu peux dire que n'importe quel site, il y avait pas mal de marketplaces qui se lançaient. À l'époque, Instagram, tu pouvais même lier tes NFT sur Instagram. Tu peux, en fait, si tu veux, avoir pour la première fois une propriété digitale que tu peux dire, je la possède, je peux aller me connecter sur cet autre site, je peux l'utiliser sur cet autre site. Je peux aller sur Instagram, je peux poster ça, je peux aller sur ce site, je peux emprunter via la blockchain et je peux en fait prouver que je possède ça. Pour la première fois, tu avais ce truc, tu pouvais dire, je possède cet objet-là, qui était un objet digital. Sans avoir besoin d'une tierce partie qui le valide. Et donc, moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne le lit pas sur quelque chose de physique et on stocke le truc physique dans un truc sécurisé. Et n'importe qui possède cet objet digital peut dire, écoute, je possède l'objet digital, on peut prouver qu'il possède, et tu peux récupérer l'objet physique et on te l'envoie l'objet physique à ce niveau-là. Okay.
Et on a commencé avec, donc j'ai commencé ça avec quelqu'un qui s'appelle Ethan. Avant que tu rentres dans Ethan, cette intuition, quel problème tu pensais résoudre à ce moment-là? C'était quoi? Donc je comprends le concept, tu me l'as expliqué, mais si là, si tu devais expliquer du coup à quelqu'un qui ne connaît rien, quelle proposition de valeur, quelle solution t'imagines offrir au monde qui n'existait pas avant? Alors déjà, je veux dire, la solution qu'on est en train d'offrir pour l'instant est vraiment différente Ouais, je sais bien. de ce qu'on a pensé à l'époque. Donc ça évolue énormément. Donc on pourra parler après de ce que nous, on est en train de créer là maintenant. C'est clairement l'objectif. À l'époque, c'était vraiment de dire, écoute, pour la première fois, tu peux dire que je possède ça et tu peux l'utiliser dans plein d'autres plateformes, etc., sans avoir besoin d'envoyer l'objet à tout moment. Parce qu'il y a énormément, donc il y a un problème de liquidité dans tout ce qui est objet de collection. Donc on a commencé avec les cartes Pokémon. On peut expliquer pourquoi, mais il y a énormément de problèmes de liquidité dans le sens où dès que tu veux vendre quelque chose, il faut trouver un acheteur, il faut l'envoyer. Il y a des risques à chaque fois que tu l'envoies. Il y a des plateformes qui prennent, donc les maisons de vente prennent entre 20 et 25% de la valeur du bien. Donc si tu vends quelque chose à, je sais pas moi, 1 000 €, 100 € sur une maison de vente, ils vont prendre 20% de com. Ouais. Ce qui est Tandis que sur une transaction blockchain, tu payes les gas fees et donc c'est minime. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, il y avait cette idée de, écoute, c'est une nouvelle technologie. Et je pense que la plupart des grosses boîtes qui ont été créées dans le passé sont vraiment quand tu as un nouveau paradigme en termes de nouvelles technologies. Et ça ouvre des nouvelles opportunités. Je prends le temps de le réexpliquer parce que toi, t'es plongé dedans depuis des années. Oui, non, je comprends. Moi, j'aime bien un peu la tech, mais pour plein de gens peut-être qui n'y connaissent rien, je crois que c'est important de comprendre. Donc, en fait, si je résume, c'est cette idée que tu vas posséder un item physique, mais tu vas réussir à digitaliser son titre de propriété et le rendre du coup public sur la blockchain. Et donc, tu peux te l'envoyer sans devoir envoyer l'objet physique. Donc, tu vas limiter les risques justement de perte potentiellement lors des envois. Tu vas aussi diminuer justement les frais de transaction. C'est ces éléments-là que tu voulais résoudre. En tout cas, c'était l'idée de base, pardon. Ouais. Et bon, je sais que maintenant, ça a bien évolué. Ok, c'est clair. Donc, comment tu te lances à ce moment-là? J'ai commencé avec quelqu'un qui était un ingénieur, qui a créé, en fait, on parlait des Bored Apes. C'était au tout début. Donc, avant tout la hype, j'ai manqué tous mes Bored Apes. Et c'était un week-end, quand ça a commencé, c'était un week-end, il a disparu ce week-end-là. Il a commencé à acheter et il a fait, en fait, le premier bot pour acheter et vendre les Bored Apes. Donc les Bored Apes, c'est une série d'images de singes donc c'est une collection d'NFT justement qui allait subir beaucoup de spéculations dont les prix sont fort montés. Ils sont devenus fous dans le monde des NFT. Ouais. C'est pas là. Et donc t'as un pote qui avait créé un bot. Voilà, c'est ça. Donc lui avait créé un bot pour donc tu avais ce qu'on appelle le floor price qui était le prix le plus bas. Ouais. Lui en fait il faisait des offres. Donc tu peux faire des offres sur les NFT. Juste en dessous du floor price. Et donc, il les achetait un peu plus bas et les remettait en prix du floor price. Donc, le floor price, c'est le prix le plus bas qui est en vente, donc le moins cher qui existe sur le marché. Et il se faisait à chaque fois une transaction là-dessus. Et c'était devenu le plus gros, ça s'appelle un market maker. Donc, c'est quelqu'un qui amène la liquidité sur le marché. Et il a fait énormément d'argent comme ça. Et donc, on a commencé, au début, c'était un peu, comment dire, on était vraiment en train d'essayer de bosser et de voir un peu comment on va créer cette idée de courtiard, à quoi ça va ressembler. Et j'ai mis ma démission à Google. Donc, j'ai mis 2 semaines aux États-Unis. J'ai mis ma démission. Et il me contacte et il me dit je peux pas. Je me fais trop d'argent là-dessus. Il m'a littéralement dit j'ai envie d'être un pirate avec les NFT et je peux pas abandonner ce que je fais. J'ai pas envie de créer une boîte là-dessus. Okay. Et donc, j'étais tout seul. Et je me rappelle, c'était durant Covid. J'ai regardé ma femme, elle est venue dans la chambre, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et j'ai plus de... Et donc, je me suis mis, je suis pas un ingénieur, et donc j'ai cherché, en fait... Comment tu te sentais? Tu te sens un peu... Moi, il y a un truc que je me suis dit, je voulais vraiment changer quelque chose. Je me suis dit, il faut prendre un risque. Et il y a un truc que j'ai fait, je me suis dit, j'ai regardé combien je dépensais les 2 dernières années. Et j'ai regardé mes économies, je me suis dit, écoute, cet argent-là, je m'investis, je le perds. Et je me donne 1 an. Et cet argent-là, il est perdu. T'avais combien? Toutes mes économies étaient sur le côté. Et je me suis dit, écoute, je les perds, mais j'investis dans essayer de faire quelque chose. Et c'était combien d'économies? Je ne sais plus à tête. Je pense qu'au final, je pense que c'était San Francisco, ça coûte cher. Je pense que c'était 40 000 € par an. Et en ayant bossé depuis 8 ans, j'avais quelques économies là-dessus. Okay. Et donc, je me suis dit, j'ai tout perdu. Donc, quand même plusieurs centaines de milliers d'euros que tu mets underline, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais c'est pas tu mets en line, c'est juste tu les sur le côté. Tu es prêt à les perdre. Je m'investis. L'idée, c'est pas de les perdre. L'idée, mais je vais pas changer mon niveau de vie, je vais pas changer de trucs, je garde mon appart, je vais pas manger du riz tous les jours. Mais je me dis, ben voilà, je m'investis dans moi. Je te prends quelques secondes pour te parler du partenaire qui rend cet épisode possible, Partena Professionnel. Alors bon, choisir un guichet d'entreprise quand on se lance comme indépendant, c'est rarement le moment le plus excitant. Puis on choisit un guichet un peu au hasard, et c'est clairement ce que j'ai fait quand je me suis lancé, et on finit souvent par y rester toute sa carrière d'indépendant. Mon choix aurait été tout fait si la fast lane de Partena Professionnel avait existé à l'époque. Si tu veux te lancer, eh bien en une seule demande, ils règlent tout. Ton inscription à la Banque Carrefour des entreprises, ton affiliation à leur caisse d'assurance sociale, et en plus, ils t'offrent l'activation de ton numéro de TVA d'une valeur de quasi 80 €. Et c'est plié avec un formulaire qui prend moins de 5 minutes, je te le confirme, j'ai testé. Dans tous les cas, Partena Professionnel te rappelle derrière pour vérifier que tout est ok. Alors si tu te lances, profite de la fast lane de Partena Professionnel. Je te mets le lien dans la description. Et maintenant, retour à l'épisode. Mais donc j'ai fait ça. Et donc, j'ai été il fallait un cofondateur. Ouais. Et comment j'ai trouvé un cofondateur? J'ai contacté tous les ingénieurs que je connaissais. J'ai été sur LinkedIn, tous les ingénieurs que je connaissais, j'ai été leur envoyer un message. Et j'ai été il y a un groupe à Google donc il y a des groupes en interne où les gens parlent des sujets qu'ils aiment bien. Il y a un groupe qui s'appelait CryptoBubble, où il y avait des ingénieurs qui parlaient de crypto. Et j'ai vu un ingénieur qui parlait de hackathon. J'ai littéralement pris son nom, j'ai été sur LinkedIn, j'ai fait, écoute, mon cofondateur va me quitter, est-ce que tu es intéressé de discuter? Sa réponse était, je suis pas intéressé par la NFT, mais c'est intéressant de parler de ça lié à un objet physique, etc. Donc j'ai discuté avec lui, je discutais avec mon autre cofondateur, qui est un ingénieur, un Français qui venait de quitter Apple pour essayer de lancer sa boîte de déodorant. Okay. Donc t'as deux autres fondateurs, vous êtes trois. Voilà, c'est ça. Il y en a un, donc on discutait, ils étaient tous les deux plus ou moins intéressés. Mm-hmm. Et je leur ai dit, écoutez, parlez entre vous, sans moi. Ils ont eu un meeting, ils se sont bien entendus, ils se sont dit, bah, écoute, c'est cool, on est chaud. Et puis, on s'est dit, mais il y a l'application de Y Combinator. Donc, Y Combinator, c'est un incubateur de start-up qui est assez connu, qui aide les start-up à se lancer, et ça t'aide à te propulser dans tout ce qui est Silicon Valley, etc. Ouais, donc c'est même un programme de 3 mois, justement. Ouais, et ils prennent combien de pourcents d'equity? Ils prennent, je pense, c'est 6 ou 7% d'equity. Ok. Ouais, donc c'est, en tout cas, il y a dans la revue, on va dire, entrepreneuriale classique, ici est très réputé. Ouais. C'est vraiment un accélérateur, comme je l'ai compris. Bon, toi, tu l'as vécu, donc on va pouvoir nous l'expliquer. Mais donc, 3 mois, tu as tout un rituel, justement. Justement, c'était expliquer un peu. Pour l'application, on s'est dit, mais en fait, l'application, c'est demain. La deadline, c'est demain. Et donc, on a fait une vidéo, on a filmé 30 fois la vidéo, je pense. Et au final, donc mon cofondateur, mon head of engineering, donc la personne de Google, avait 3 enfants, il pouvait pas quitter son job, etc. Donc il est head of engineering, il n'est pas cofondateur parce qu'il fallait autant de trucs. Donc il a continué à bosser sur le côté jusqu'à ce qu'on puisse lui payer son salaire de Google. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas un cofondateur. Donc j'ai un cofondateur là maintenant. Et donc on est rentré dans Y Combinator et on était durant Covid. Donc c'était durant Covid et donc on a eu, c'était tout remote. Donc on était un des seuls batchs qui était remote. C'est le tout premier batch remote. Ouais. Et donc la façon, moi j'ai adoré Y Combinator. En gros, tu es matché avec des équipes, donc tu as une trentaine de startups qui sont dans le même domaine dans lequel tu es. Et tu as les mêmes types de problèmes et donc ils discutent avec toi. Ils t'aident aussi, donc tu as les partenaires, des groupes partenaires, qui sont des gens qui voient des milliers et milliers de startups et qui sont vraiment très très bons pour te donner des conseils. Enfin, c'est les meilleurs conseils qu'on m'ait donnés, mais ils vont pas le faire pour toi. Et donc les gens, je pense, s'attendent à ce qu'ils viennent t'amener prendre par la main. Par la main, non. Si tu parles les conseils, je m'en fous. J'ai 1000 startups, j'ai 400 startups de ce batch-ci. Tu fais ce que tu veux, c'est ton problème. Il y a combien de startups par batch? Normalement, il y en a beaucoup moins. Nous, on était le plus gros batch. Je pense qu'on est 400. Ok, waouh. Sur ce batch. Et quand tu dis le même secteur, c'était quoi? Le secteur des cryptos, toi? Blockchain? Okay. Blockchain à la base, ouais. Ok, très bien. Et donc, on a... mais en remote, ça doit être intense parce que c'est des 3 mois... Voilà, c'est quand même 3 mois où tu te plonges... Ouais, tu donnes à fond. En fait, ça te donne vraiment à fond. Et en fait, à la fin du programme, tu présentes devant 1000 investisseurs. C'est démodé. Démodé, ouais. Et donc, le but, c'est que ça te met une pression énorme pour avancer sur ta startup. Parce que si tu n'as pas avancé assez, tu vas devant 1000 personnes. Toute la Silicon Valley va te regarder et tu n'auras pas avancé et tu n'auras pas l'air malin. Et donc, c'était un peu donc, c'est le concept du badge qu'on a fait. On a voulu lancer donc, avec les cartes. Et
je voulais à la base, donc c'était le moment où les NFT s'est commencé à monter. Et n'importe quel type de drop qui se faisait à ce moment-là, tout se vendait en un coup. Donc, c'était des drops de 2 millions de valeurs. Explique ce que c'est un drop. Un drop, c'était des drops de NFT. Donc, tu ne savais pas ce que tu allais avoir. Tu achetais un NFT tu ne savais pas lequel tu allais avoir. Il y avait plusieurs types de rareté. Donc, tu peux avoir celui qui est en or, qui était beaucoup plus rare, ou tu pouvais avoir. Et tu pouvais acheter à ce moment-là. Donc, c'était un certain temps. Ça devient live. Tu peux aller acheter ton NFT. Tu sais pas ce que tu vas avoir. Ça, tu le mint, ton NFT. Tu sais pas ce que tu vas avoir. Et en un coup, ça commence à se revendre sur le marché secondaire. Et puis, tu as le reveal. Et je me suis dit, pourquoi on va pas faire ça avec Donc concrètement, imaginons qu'on va prendre une autre monnaie. Ça coûte 1 Ether. Tu vas payer 1 Ether sans savoir ce que tu vas recevoir. Et puis à un moment, à tel moment, parce que c'est inscrit dans le blockchain, telle heure, boum, il y aura un drop et tu vas recevoir parmi, par exemple, les 100 NFT, un de ces NFT-là. Et ensuite, peut-être que tu en as un plus rare qu'un autre qui vaut plus de valeur que ça. Et puis tu laisses le marché secondaire faire son travail, offre-demande. Et ce travail, il y a probablement le marché secondaire qui va augmenter, etc. C'était un moment où il y avait énormément de spéculation là-dessus. Et donc nous, on s'est dit, on va faire ça avec qui achète des NFT. C'est des gens qui ont entre 20 et 35 ans et qui sont généralement des hommes. Et je fais partie de cette démographie. Et qu'est-ce qu'on a eu en commun? J'ai grandi avec les cartes Pokémon. Probablement toi aussi. Et donc, c'est quelque chose... La nostalgie, c'est assez fort, assez puissant. On s'est dit, on va commencer avec les cartes Pokémon. Et à la base, je voulais acheter... je voulais vendre ces paquets fermés, les laisser fermés, prendre l'argent, acheter les cartes Pokémon, les révéler. Et j'ai discuté justement avec un invité. Ouais, on en parlait avant. C'est drôle. Thoralf, c'est vrai qu'on enregistre le lendemain de la sortie de son épisode. Et t'as une énorme anecdote avec lui. Donc je trouve ça très marrant de voir comment c'est connecté. Je savais pas du tout avant d'enregistrer avec toi, ni avec lui. Donc vas-y, explique un peu l'anecdote. Donc on est belge à San Francisco et je connaissais Thoralf également. Donc on a été prendre un verre et je lui expliquais le concept, etc. Et il me dit... j'étais un peu délusionné. Et c'est vrai qu'il a raison le fait de vendre des paquets fermés, prendre l'argent, acheter des cartes, ça va prendre trop de temps, ça va être trop compliqué. Il dit, mais écoute, si tu veux, je peux te prêter l'argent. Et c'était au moment où le stock de Tesla, il travaillait chez Tesla, le stock de Tesla avait explosé, etc. Et on s'est fait un deal à ce moment-là. On s'est dit, écoute, OK, alors on fait un deal, j'achète. Il m'a prêté $500 000. Wow. Le deal, c'était je le remboursais dans les 6 mois. Le deal, c'était je te donne 1% de la boîte. $500 000, je te rembourse dans les 6 mois. Si j'arrive pas à les vendre, je te rends les cartes, tu peux les vendre sur eBay. OK. Donc c'était ça. Donc il y avait quand même un risque de son côté. Okay. Sans intérêt? Je pense que l'intérêt c'était 0,001%. Sans intérêt. Il voulait vraiment aider à ce niveau-là. Okay. Et pour lui, c'était en mode, ces cartes, c'est liquide, je peux les revendre. Au pire des cas, il n'y a pas tellement de... En plus, c'est une boîte, si on commençait dans Y Combinator, etc. Donc, et donc, on a fait ça. J'ai acheté les cartes, on a fait le drop, tout était préparé, etc. Alors, ils disent toujours que whatever can go wrong will go wrong. Tout ce qui peut... Tout ce qui peut foirer va foirer. Tout ce qui peut foirer va foirer. La blockchain a foiré le jour du drop. Ça arrive jamais. Donc, on était sur Polygon. C'est quelle blockchain? Quel Polygon? Polygon, au tout début. Donc, au début, il fallait vraiment expliquer aux gens. J'avais des amis en Belgique qui te expliquaient, mais tu dois loader ton wallet sur Coinbase, l'envoyer sur un MetaMask. Tu dois avoir tu dois rajouter du... Paul, à l'époque, c'était Matic. Ouais. Matic pour l'électricité, pour faire fonctionner la blockchain, tu dois acheter $6. C'était super compliqué. La blockchain s'est plantée. Ça arrive jamais. La blockchain s'est plantée le jour du drop. Donc, on a dû pusher 2-3 jours après. Quel stress. On a tout vendu en 1 heure. OK. Donc, $500 000, c'était 500 € le paquet. Tout s'est vendu en 1 heure. C'était vraiment le début. Donc, on avait juste un site avec un tout tu pouvais acheter. Et donc, c'était vraiment le début de OK. Donc, du coup, 1000 paquets C'était 800 paquets. 800 paquets. OK. Ouais. OK. Et donc, les gens ont adoré. Donc, c'était le premier, en fait, drop, si tu veux, d'objets physiques sur la blockchain. OK. Donc, après, on a eu beaucoup de chance. Je te prends quelques secondes pour te parler du partenaire qui rend cet épisode possible, Partena Professionnel. Alors bon, choisir un guichet d'entreprise quand on se lance comme indépendant, c'est rarement le moment le plus excitant. Puis on choisit un guichet un peu au hasard, et c'est clairement ce que j'ai fait quand je me suis lancé, et on finit souvent par y rester toute sa carrière d'indépendant. Mon choix aurait été tout fait si la fast lane de Partena Professionnel avait existé à l'époque. Si tu veux te lancer, en une seule demande, ils règlent tout. Ton inscription à la Banque Carrefour des entreprises, ton affiliation à leur caisse d'assurance sociale, et en plus, ils t'offrent l'activation de ton numéro de TVA d'une valeur de quasi 80 €. Et c'est plié avec un formulaire qui prend moins de 5 minutes, je te le confirme, j'ai testé. Dans tous les cas, Partena Professionnel te rappelle derrière pour vérifier que tout est OK. Alors si tu te lances, profite de la fast lane de Partena Professionnel. Je te mets le lien dans la description.
Et maintenant, retour à l'épisode. Et comment tu fais ton acquisition de clients? Parce que est-ce que c'est juste tu profites de la hype des NFT et c'est hyper simple? C'était vraiment, on était au bon endroit au bon moment. Et t'as communiqué comment? Tous les types de projets qui se lancent, c'était tout au niveau organique. On avait lancé notre Twitter, les gens commençaient à en parler, on était dans des groupes Discord, etc. Donc c'était vraiment tout en... Très facile, quoi, ça. Tout en organique. Bah, c'était pas facile, ça a pris du temps à build ça, mais c'était vraiment tout organique. Et on a eu la chance que c'était un moment où toute nouveauté qui se lançait amenait, il y avait des gens qui étaient chauds sur n'importe quel type. Il y avait une hype là-dessus. Mais donc, pour ceux qui connaissent pas le monde de la crypto, il y a souvent, on parle de cycle, cycle de 4 ans. Et donc, justement, il y a 5 ans maintenant, en 2021, c'était le dernier gros cycle qui a explosé de manière assez importante, à l'inverse du coup de celui justement de l'année dernière qui était, on va dire, une explosion plus limitée, quoi. Et donc, en 2021, il y avait la hype, c'était la DeFi, la DeFi c'était avant, puis il y a eu les NFT. Et là, justement, en gros, tout ce qui sortait était acheté. Et a priori, le prix montait. L'enjeu, c'était de le vendre au bon moment. Ok, donc bon endroit, bon moment. Tout ce drop de NFT. Tu as du coup 800 heureux qui ont acquis le titre de propriété d'une carte, ou c'était un paquet de cartes? C'était chaque fois? C'était une carte à la fois. C'était des cartes qui sont gradées. Donc, c'est des cartes il y a des organismes qui gradent les cartes. Pour expliquer le grading, donc chaque carte a une condition différente. Il y a des cartes qui sont griffées, il y a des cartes qui sont abîmées, des cartes qui ne sont pas imprimées parfaitement. Donc, parfois, quand tu sors la carte du paquet, elle n'est pas parfaite parce que ça a été imprimé un peu sur le côté et c'est pas centré correctement. Et donc, tu as des organismes qui gradent les cartes, comme PSA, c'est le plus gros organisme qui grade les cartes. Il y a CGC, PSA, etc., où tu leur payes $20 ou 20 € ou autre. Tu envoies la carte et ils vont l'analyser, ils vont donner un score de 1 à 10. Et en fait, la différence entre un 9 ou un 10 de PSA, par exemple, ça peut être des milliers d'euros. Donc, tu peux avoir une carte qui vaut, par exemple, un Dracofeu première édition Shadowless, donc le top du top américain. Ça peut valoir en PSA 9, c'est $20,000. En PSA 10, c'est $500,000. Parce qu'il y en a beaucoup moins, c'est beaucoup plus rare. Donc, ça peut vraiment être une énorme différence en fonction du grading là-dessus. Et le marché évolue en fonction de ta carte et ton grade. Donc, on a commencé avec des cartes gradées. C'est quoi la carte Pokémon la plus chère? Elle vient d'être vendue par Logan Paul à 16 millions là maintenant. C'est des cartes illustrateurs. Donc, c'est des cartes qui ont été données. Je pense que celle-là, c'était une carte qui a été donnée pour une promotion spécifique où il y avait que 4 cartes au monde. Il y a aussi des cartes qui sont données aux champions du monde. Il y a pas mal de cartes un peu spécifiques où tu peux pas les acheter dans les paquets normaux. Mais la carte de base la plus chère, c'est le Dracofeu première édition. Donc, il y a un petit 1. Et Shadowless, donc il y a les premières cartes aux États-Unis. N'ont pas d'ombre sur le côté gauche. Donc, si tu vois sur la photo, sur le côté gauche, il y a une ombre. En France, en Belgique, ils ont tous une ombre. Donc, la première édition, il n'y a pas. Mais aux États-Unis, il n'y a pas d'ombre. Donc, c'est Shadowless. Il n'y a pas de... et c'est ça la plus chère. Les $500,000 dont tu parles. Ça valait 200 000. Maintenant, ça a augmenté. Maintenant, c'est plus 400-500,000. Ça valait 200 000 avant. Ça évolue au fur et à mesure du cours des cartes. Toi qui évolues dans ce milieu-là, tu collectionnes ces cartes-là? T'es un collectionneur? J'ai acheté le Dracofeu. C'est beaucoup moins cher. Les cartes françaises sont beaucoup moins chères. J'ai acheté le Dracofeu première édition là-dessus. Mais non, moi j'aime beaucoup tout ce qui est montre, etc. Mais j'adore tout ce qui est cartes, etc. Mais j'en ai dans ma collection courtière. Mais j'ai pas une collection incroyable non plus de cartes. Ça me fait marrer quand je regardais, tu m'as envoyé un deck de slides justement que tu avais préparé pour un off-site avec toute ton équipe, si j'ai bien compris. Et je voyais toute la partie hands-on par laquelle tu es passé. Parce que, tu as acheté via le prêt de Thor toutes ces cartes. Mais ensuite, il fallait les mettre en image, les mettre en page. Donc j'ai vu que tu avais installé toute une sorte de box. Ah oui, on était dans mon salon, je pense qu'on a passé 8 heures dans mon cofondateur et resté dans ma toilette. Parce que c'était le seul endroit de l'appart où il n'y avait pas de lumière. On avait acheté une petite box, une petite boîte comme ça avec des lumières. On mettait les cartes avec une caméra. On essayait de voir avec comment faire pour avoir un système, parce que c'est quand même beaucoup de cartes. Il faut faire les photos front de l'avant, les photos de l'arrière. Et ça prend beaucoup de temps. Et donc, on était vraiment en train de faire toutes ces cartes, à apprendre comment on va mettre pour faire le prix, comment on trouve les prix de ces cartes, comment est-ce qu'on les met dans l'inventaire. Il faut créer une database. Donc, il y avait plein de choses qu'on était en train d'essayer d'apprendre au fur et à mesure. Parce que quand tu achetais tes batchs, tu les achetais t'achetais de tout? Je les ai achetés à la plus grosse maison de vente qui s'appelait PwC.
PwC, pas le PwC qu'on connaît. Ah, PwCC, pardon. Ok. PwCC. Maintenant, Ok. c'est devenu Fanatics. Et je me suis dit, bah, écoute, si je bid, donc tu peux faire Parier. une offre, tu peux parier plus cher. C'est-à-dire en fait, Comme sur eBay, quoi. ça veut dire que quelqu'un était prêt à payer presque le prix là. Donc, parce que ça ne fait que monter. Et donc, j'ai acheté plein de cartes comme ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris au niveau. Enfin, je connaissais pas spécialement plus que ça au niveau des cartes Pokémon. Et donc, j'ai appris au fur et à Qu'est-ce que tu veux dire par le concept de bid? Donc moi, je m'imaginais, OK, il y Ça veut a un dire prix que offert de quelqu'un 50. qui vaut- De 50. Pardon, vas-y, fais un exemple. Imagine s'il y a une auction et il y a une carte qui vaut $100. Ouais. Ben, moi, je vais bider $120. OK, Et en fait, c'est ça que je voulais être sûr. si quelqu'un bide $110, tu vas être à $115. Tu vas jamais être à $120. C'est le prix maximum. Tu dis, je suis prêt à payer jusque ce prix-là. Ah, OK. Donc, je suis prêt à payer jusque $200, c'est cette carte-là. Et en fait, tu vas payer juste une tranche au-dessus de l'offre la plus haute. Et donc, Très être bien. proche du prix de Ouais. marché, entre guillemets. OK, très bien. OK, donc tu as fait ce premier drop. Quelles sont les conclusions? Ah ben, tout s'est vendu en une heure. Mais on a eu beaucoup de chance parce que d'habitude, on parle souvent du fait que c'est difficile de lever des fonds. Tu te dis non. Il y a plein d'investisseurs qui nous ont dit non, mais on était dans une autre optique où on sortait de Y Combinator. On était vraiment le blockchain, c'était le gros truc. On va amener les objets physiques sur la blockchain. On était un peu la boîte hot de Y Combinator, de la Silicon Valley jusqu'à ce moment-là. Et donc, on a plein d'investisseurs qui voulaient nous investir dans la boîte. Et donc, c'est un autre problème dans le sens où tu peux que, en fait, si tu veux, tu as une certaine valorisation et tu peux que donner un certain pourcentage de la boîte parce que c'est le premier round et tu peux donner 10 à 20% de la boîte maximum parce que sinon, tu dilues trop pour les rounds suivants. Tu perds rien expliquer. Et ça n'a aucun sens de lever une valorisation. Tu peux pas dire ma boîte vaut 100 millions parce que sinon, tu es foutu parce que tu dois vraiment avoir les chiffres pour prouver que sa boîte vaut 100 millions. Et donc, tu dois lever une valorisation qui n'est pas trop grosse non plus. Et donc, tu peux pas prendre trop d'argent non plus. Non, parce que ce que tu dis, je trouvais intéressant pour faire un parallèle avec ce qui s'est passé en 2022-2023, c'est que beaucoup de boîtes qui avaient justement levé dans cette période un peu d'âge d'or des levées de fonds, fin des années 2010, début des années 2020, se sont retrouvées à avoir une valorisation plus faible lors d'un nouveau tour. Ouais. Donc, par exemple... Et ça, c'est la mort de... C'est très mauvais. Ouais. Imaginons que tu lèves des fonds et que ta boîte vaut 100 millions, mais que le marché s'est modifié, que les investisseurs sont plus frileux, et tu te retrouves en fait à relever des fonds pour ta boîte 2 ans plus tard alors qu'elle vaut plus que 80 millions. Donc là, donc elle a perdu en plus de l'argent, tu te dilues encore plus, donc toi, ta dilution va être... c'est même pas ça, c'est que en fait, donc le seed round, c'est au tout début, les gens investissent dans l'idée, ils investissent dans l'équipe. Tu ne dois pas prouver que ça fonctionne en seed round d'habitude. Enfin, je parle aux États-Unis. Hein. Ouais. La série A, qui est le round après, est beaucoup plus difficile à avoir. Là, tu dois prouver que tu as ce qu'on appelle product market fit. Yes. Ça veut dire que tu as vraiment trouvé quelque chose qui fonctionne et qui ne fait que grandir, etc. Et donc, si tu lèves trop au tout début, à une trop grosse valorisation, tu te mets une pression énorme parce que tu dois avoir un product market fit qui prouve que tu vaux cette valorisation, en fait, si tu veux. Comment t'expliques alors... C'est vrai que tu voulais finir avec ce Non, vas-y. Comment t'expliques alors qu'il y a il y avait une telle course à la valorisation le plus élevée possible? En tout cas, c'est une perception peut-être... Les valorisations ont augmenté énormément. Et en fait, c'est un problème du marché parce qu'en fait, donc on était dans une époque où c'était un investisseur qui vient et qui dit « je vais t'investir 1 million dans ta boîte ». Mais il y a déjà un autre qui va investir 1 million dans ta boîte. Et un autre qui va investir 1 million dans ta boîte. Mais là, tu dois dire non à quelqu'un. Tu peux pas dire... alors, tu essaies de les diminuer. Tu fais « mais est-ce que tu peux investir 500 000 ?» Parce que tu peux pas allouer... Et ça, c'est un problème génial à avoir. Je suis tout à fait conscient que c'est un problème génial à avoir. Mais tu peux pas allouer tout le capital qu'on te propose si tu es oversubscribed, comme on dit. Donc, il y a trop de gens qui veulent investir. Et donc, ce qui se passe, c'est que les valorisations augmentent parce que les investisseurs sont en concurrence et ils disent « ah, mais je t'ai investi un plus haute valorisation. Okay. Même si tu veux justement réduire, comme tu es dans une tendance haussière où tout le monde veut investir, naturellement, en fait, les valorisations augmentent, ouais. Mais il y a un moment où tu te dis « mais en fait, c'est plus ce propos avec qui je veux travailler plutôt que... » c'est qui a le plus gros chèque. Spécialement à ce niveau-là, au niveau du seed round qu'au tout début. Ouais. Et du coup, tu as choisi de travailler avec qui? Alors, j'ai commencé, on a travaillé avec une Cherry Ventures, qui est un gros fonds en Europe, qui a investi comme lead. Donc, tu as généralement un lead. Ouais. Et on avait d'autres investisseurs, comme par exemple Gary Vaynerchuk, qui est assez connu là-dedans. On a eu le CEO de PSA, qui est la boîte qui... de grading. Ouais, donc lui, je l'ai vu, j'ai vu que c'était un investisseur. Je dis, j'ai besoin de parler avec lui. J'ai demandé à n'importe qui, est-ce que je peux avoir une intro? Et donc, il a décidé d'investir.
Et puis, on a un plus gros fonds qui est venu après en disant, mais écoutez, je pense que vous n'avez pas levé assez, qui a décidé de réinvestir encore plus. En série A, tu veux dire, ou dans le Non, seed? dans le seed. Ok. Donc, qui a investi une plus haute valorisation dans le seed un peu après, genre un mois après, qui s'appelle NEA, donc New Enterprise Associate, qui a un énorme fonds. C'est un des top 10 fonds de la Silicon Valley, qui a un fonds de 18 milliards. C'est des gros fonds qui ont fait Robinhood, etc. Donc, eux ont investi plus, sont techniquement le lead du seed round. Ok. Et donc, concrètement, tu as levé combien pour une valorisation combien? On a levé 7 millions à 25 millions de valorisation, je pense. Non, c'est 35 millions après. Donc, NEA est venu après 35 millions. Ok. Ouais. Ok, donc 20%. Et ça veut rien dire. Au seed round, c'est vraiment c'est au niveau du marché. Est-ce que le marché est intéressé par rapport à toi? Et les chiffres aux États-Unis sont beaucoup plus élevés que les chiffres en Europe. Donc, il y a plein de différences au niveau des investisseurs en Europe où tu peux négocier beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe. Parce qu'il y a plus de compétition aux États-Unis. Il y a moins d'investisseurs en Europe. Toi, comment tu te sentais? Parce que tu parles de pression. C'est marrant, je crois qu'il y a le hasard des épisodes fait que j'ai enregistré plusieurs épisodes où on parle justement, enfin qui sont plus tournés tech, où il y a des levées de fonds, et donc ça me permet moi de faire plus de liens. Donc il y a un épisode qui est sorti il y a pas longtemps avec Nicolas Finet de Sortlist, qui fait du matchmaking d'agence et d'entreprise, voilà, qui a un place de marché qui est devenu un SaaS. Et donc lui, il a expliqué justement le risque de la course à la levée de fonds, justement pour financer ta croissance, parce que t'es pas encore rentable. Et donc je me demande, toi, du coup, à cette époque-là, voilà, c'était il y a 4 ans, t'es une trentaine d'années, t'es dans cet écosystème-là, ce sont des grosses valorisations, tu dis à la fois que ça veut pas dire grand-chose. Toi, comment tu te sens? C'est excitant. Je suis trop stressé. Non, tu dis pas made it, c'est excitant, mais t'as encore rien. Et t'avais les boules ou pas? Quoi? T'avais les boules, t'avais peur? Bah c'est toujours stressant, t'as toujours une pression énorme quand tu lances. Tu cours un marathon. Enfin, tu sprintes un marathon. C'est la façon dont j'ai plein de cheveux gris maintenant avec les trucs, parce que en fait, il y a toujours des choses qui se passent. C'est pas facile, mais tu te sens vivre, quoi. Donc c'est ça qui est génial. Enfin, je pourrais pas faire d'autre métier que de lancer quelque chose, parce que tu te sens vraiment vivre là-dessus. Et n'importe qui rejoint la boîte, maintenant, je leur dis, écoute, c'est probablement le job le plus dur que tu vas avoir, mais ça va être un des jobs les plus valorisants que tu vas avoir, parce que il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de trucs qui se passent tout le temps. Tu as l'impression que 3 mois dans la boîte, c'est comme si c'était 1 an dans parce qu'il y a toujours des choses qui évoluent tellement rapidement en termes de start-up. Ok. Donc ouais. Et après la levée, par quelles étapes t'es passé? Parce que le drop... on s'est posé plein de fois après. Voilà. Raconte un petit peu des échecs et des pivots. C'est bien. Après la levée, tu te dis, c'est génial. On va amener tous les assets sur la blockchain. Et puis, on a commencé à engager plus de gens. On a engagé quelqu'un qui était assez senior, qui était très senior chez Google, qui s'occupait des marques de luxe. Mm-hmm. Et on s'est dit, on va bosser avec les marques de luxe. Il y a toutes les marques de luxe qui nous contactent parce qu'elles veulent se lancer dans les NFT. Et donc, quand tu as, Ralph Lauren, Gucci, LVMH, Audemars Piguet, Richard Mille, etc., qui te contactent, tu te dis, c'est trop bien. Et donc, pendant 8 mois, on s'est dit, on va faire quelque chose avec les marques. Et c'est drôle parce que Y Combinator nous a dit, mais non. Les marques, elles te font traîner comme ça. Les grosses marques, elles te font traîner. Tu perds ton argent, tu perds ton temps. Elles ne vont jamais se décider parce qu'elles sont très frileuses. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, d'un point de vue extérieur, donc cette hype des NFT, il y a eu énormément de bruit autour de ça. Tu avais des marques qui achetaient des lends, justement, et 1 an plus tard, tout le monde. Et en fait, parce que je me suis rendu compte, j'ai présenté devant l'équipe leadership de Audemars Piguet. Mm-hmm. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que on parlait d'objets physiques. Et il y a une énorme différence entre faire quelque chose au niveau marketing qui ne va pas toucher à ce qu'ils vendent et leur core business et ce qu'ils vendent aux consommateurs, et les objets physiques qu'ils vendent. Si tu veux changer leur core business, il y a beaucoup plus de risques, en fait. Et donc, je me suis rendu compte que ça ne va jamais fonctionner. Tu t'es attaqué finalement à leur identité, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, après 8-9 mois, on commence à perdre des fonds, etc. Et je me suis vraiment dit, écoute, on n'a plus qu'1 an de runway, parce que le runway, c'est t'as levé des fonds, ça te coûte autant d'opérer, t'as plus qu'1 an pour trouver quelque chose, on n'avait rien. On s'était complètement planté. Et donc, on a décidé de se lancer. Il y a un moment, on s'est aussi planté. On s'est dit, écoute, on va faire quelque chose avec les sneakers. Ok. On s'est dit, les chaussures. Les chaussures, les sneakers, les baskets, etc. Il y avait des projets NFT qui s'appellent Artefact, qui a été racheté par Nike. Tout le monde parlait de sneakers à ce moment-là, donc de chaussures. Et
On a bossé pendant 3 mois pour lancer une nouvelle marque qui s'appelait Sneaks pour acheter ta chaussure sur la blockchain. On a bossé, on a créé un nouveau site, on a créé une nouvelle boîte, on a lancé un nouveau Twitter, etc. On a vraiment bossé comme des tarés pour faire un super beau site. On a vendu 36 sneakers. C'était le gros lancement. On s'est dit, ça va être le futur du truc. Et tu lances 36 sneakers. Je me moque pas, je rigole de... Non, mais c'était le plus gros échec. Et là, il y a tout le monde qui stoppe et qui te regarde en mode, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que c'était un des pires meetings de ma boîte. C'était un vendredi. On a quelques caractères dans la boîte qui sont assez... Ils ont du peps et du caractère. Et les gens étaient frustrés. Ils étaient mais qu'est-ce qu'on fait? C'est ridicule, etc. Et moi, je me suis vraiment dit en mode, on est foutu. On a rien. Okay. Et c'est là qu'on a eu le meilleur learning que les gens s'en foutaient d'acheter quelque chose sur la blockchain. La blockchain, c'est un outil pour créer les choses. Et la meilleure analogie que j'ai eue, c'est comme une application. Tu utilises Deliveroo, pas parce que c'est une application, tu utilises Deliveroo parce que ça t'amène la nourriture. C'est ça la valeur que Deliveroo propose. Et c'est juste créé avec une application, c'est juste une façon de créer la chose. La blockchain, c'est juste une database qui est publique. C'est juste quelque chose, c'est un moyen transparent où tu peux prouver n'importe quel type de transaction, mais c'est juste quelque chose qui est public. Et donc on s'est dit, écoute, on va abstraire la blockchain. On s'est dit, on va repartir sur ce qui a fonctionné, ce qui était les cartes. On va abstraire la blockchain. Donc on a créé le premier marketplace qui retirait complètement la blockchain. Donc on va abstraire la blockchain, c'est tu crées un compte à Google, on te crée un wallet sans que tu le saches, tu peux payer avec une carte de crédit, il n'y a pas de gas fee, on te paye les gas fees. Donc, vraiment retirer toute la transaction comme si tu ne te rends pas compte que c'est la blockchain. Ouais, pour ceux qui ne comprennent pas, quand tu veux explorer la blockchain, a priori, maintenant, donc c'est clairement, en termes d'expérience utilisateur, quand même beaucoup plus simplifié. Ouais. Mais malgré tout, tu as quand même quelques étapes à faire, justement. Donc, tu dois... Tu dois créer un wallet. Exactement. Donc, un wallet, c'est pour avoir tes fonds là-dessus. Avoir une adresse... tu vois, t'attribuer une adresse publique de la blockchain, avoir ta clé privée pour pouvoir justement débloquer. Et donc, en effet, il y a quelques manipulations, tu as des transferts. Et donc, quand tu dis abstraction, c'est l'amener au... Tu ne te rends pas compte que c'est la blockchain. Tu utilises l'application comme si c'était un compte normal. Tu mets ton adresse mail. Tu mets ton adresse mail, prénom. Connecté avec Google, Voilà. ton nom, prénom, etc. Tu as ton compte. Tu peux payer avec ta carte de crédit, etc. Ouais, et au niveau technique, à quel point c'est complexe? On était le premier à le faire. Donc, on n'a pas tout fait nous-mêmes. On a dû mettre en place, en fait, on a travaillé avec d'autres boîtes. Donc, une boîte qui s'appelle Privy, par exemple, qui a été rachetée par Stripe, qui était au tout début. On a fort bossé avec eux pour mettre ça en place. On a bossé avec d'autres boîtes, Coinflow et Thirdway pour tout ce qui était crédit. Donc, on n'a pas créé les choses nous-mêmes. On a pris C'était un moment où tout explosait en termes d'infrastructure blockchain. Et donc, la technologie a amélioré énormément à ce niveau-là. Et donc, on était un peu les premiers à mettre les différentes startups qui se lançaient là-dedans en place pour pouvoir proposer ce type de solution là-dessus, quoi. Okay. Donc, il y avait plusieurs trucs. Donc, on n'a pas créé ça nous-mêmes. On a tout fait ensemble on a mis tout ensemble pour faire l'expérience, en fait. Okay. Donc, oui, on a fait ça. On a créé cette marketplace qui n'avait pas de... Comment dire? Cette marketplace où tous les objets étaient stockés dans les coffres et qui n'avait pas de blockchain. Enfin, tu t'en rendrais pas compte, c'était la blockchain. Et on a recommencé à faire ce qui fonctionnait, c'était les packs. Et donc, on achète des cartes, on fait un pack, on le vend, ça se vend instantanément. 10 000 € dans un pack. Enfin, donc, le concept, parce que tu l'as plus trop dit, mais donc toutes les cartes sont stockées dans des vaults. Toutes les cartes sont stockées dans des vaults. Ouais. Ah, ok. Donc, à la base, on avait contacté la seule société de coffre-fort que je connaissais, qui était la Brinks. Ouais. Donc, si tu regardes, ils sont aussi en Belgique. Donc, si tu regardes les camions, c'est la Brinks, c'est la grosse société de coffre-fort. Et on les a convaincus parce au tout début, on les a convaincus parce qu'ils ne stockaient que des pièces d'or et de l'art, pas de cartes, donc, ou pas d'objets de collection. Et donc, on les a convaincus de faire un pilot avec nous. Et donc, on utilisait leur coffre-fort pour stocker les objets. On travaille plus avec eux maintenant. On a créé notre propre... On a grandi, on est plus... on opère à un niveau qui... Ils n'arrivaient pas à suivre avec la croissance, Okay. etc. Donc, on a dû créer notre propre warehouse, etc. Okay. Mais donc, c'est dans les problèmes plus récents. c'est dans les problèmes plus récents. On a commencé à faire ces paquets. Donc, on achetait des cartes qu'on stockait dans les coffres et tu avais un paquet fermé, digital, que tu achetais. Tu ne savais pas ce que tu allais avoir. Tu pouvais avoir quelque chose qui valait plus, quelque chose qui valait moins, mais tu recevais une carte. Et donc, premier drop, on achète 10 000 € de cartes. 100 cartes, on les vend. 10 000 € de cartes, 100 cartes, on les vend. Et puis, on commence à mettre plus de valeur dans les drops. Donc, on fait des paquets plus chers. On fait plus de cartes dans les drops. On n'achète pas 100 cartes, on achète 200. Et donc, toutes les semaines, il y avait un nouveau drop. Puis, on commence à faire des thèmes. Donc, drop, encore une fois, mécaniquement, comment ça se passe? C'est juste... Drop, comment ça se passe? On dit, écoutez, lundi à 3h de l'après-midi,
venez là, premier venu, premier servi, achète ton paquet, tu l'ouvres digitalement, ou tu sais, c'est resté fermé, tu l'ouvres digitalement, tu vois ce que tu as, et voilà. Et tu avais déjà le concept de redeem, donc de récupérer à ce moment-là? Tu pouvais redeem à ce moment-là. Donc en gros, c'est-à-dire, soit tu dis j'ai mon titre de propriété, Je peux la vendre sur la marketplace, ou je peux... si je veux l'avoir en physique, je demande à Coachard et on me l'envoyer par la poste, quoi, partout dans le monde. Ouais, partout dans le monde. Ok. Et tu payes les frais. Ouais. Si tu veux l'envoyer en Japon, ça coûte plus cher, mais parfois plus cher que la carte. Mais Et le modèle à l'époque du drop, c'était, en gros, je me fais une marge sur la vente. Donc je l'achète 90, je la vends 100. voilà, c'était ça. Même au tout début, on était vraiment, on apprenait. Donc au tout début, on se faisait pas d'argent sur les drops. On faisait prix moyen, c'était ce qu'on payait, etc. Le but, c'était vraiment d'apprendre plutôt que se faire de l'argent à ce niveau-là. Et trouver ce fameux product market fit, quoi. Voilà. Et donc, on s'en rendait compte que après 5, 6, 7 drops, les gens en avaient marre. Parce que chaque semaine, il y avait un nouveau drop. Tous les 3-4 jours, il y avait un nouveau. Et tu essayes de ramener tout le monde en mode ouais, c'est cool. Et il y a une personne qui s'appelle Zach qui gérait notre équipe marketing. Il était tout seul en marketing, c'était lui et moi. Et qui me dit. Marketing. Ouais, il était head of. Tout le monde est head of au début. Hein. Et qui me dit ouais, non, ça va pas fonctionner. Tu essaies de mettre trop d'argent dans un drop. Enfin, ça va pas fonctionner. Et j'ai dit écoute, tu sais quoi? On va offrir un buyback. À l'époque, c'était 70% de buyback. Je dis, on a besoin de cartes pour le prochain drop. Ok. Donc, en gros, vous proposez de racheter les cartes directement parce que la personne va se les procurer à 70% du prix. Voilà, tu ouvres ton paquet. Si tu n'aimes pas les cartes que tu as, si tu as une carte qui vaut $100, on te fait une offre à $70. Ok. Pour que ce soit une carte ou le paquet, c'est pour... Il y a une carte par paquet. Donc, Ok. c'est une carte gradée par paquet. Donc, sur ton paquet digital, tu l'ouvres, tu vois, j'ai ce Dracofeu-là, elle vaut $100. On s'est dit, on va faire un buyback. On a besoin de ce Dracofeu pour le prochain drop. Donc, pourquoi pas t'offrir 70% de la valeur? On l'achète à 70, comme ça, on la met dans le drop à 100. Et je me rappelle, on a été chez Joe et Paulin, qui sont les deux ingénieurs. Et ils nous ont dit, allez vous faire voir. Le drop, c'est demain, on ne va jamais arriver. Et donc, j'ai demandé, en fait, parce qu'ils pensaient que c'était une idée débile. Et donc, j'ai dit, écoute, donne-moi la console des logs. Donc, tu peux voir sur le site, tu peux voir les logs. Cette personne a ouvert ce paquet vient d'être ouvert. Et Zach, moi et Jake, qui s'occupent de la communauté, donc les non-ingénieurs, pendant 5 heures, on a regardé cette console de logs, on a fait des tours. Et dès qu'il y avait un paquet qui était ouvert, on prenait le lien et on faisait une offre manuelle. On regardait le prix de la carte en ligne, on faisait une offre manuelle. Genre par message, en gros. Non, on avait un système d'offres sur la marketplace. Okay, donc, on faisait une offre manuelle sur la... Au nom de Courtiard. Au nom de Courtiard. Ok, c'est comme moi, si j'ai acheté, je suis team, j'ai acheté une carte 100 balles et puis je reçois une petite notification. Voilà, c'est ça. Sur la marketplace, n'importe qui pouvait faire des offres, mais là, on faisait une offre manuelle là-dessus. Et on s'est rendu compte que les gens adoraient et que ça a vendu beaucoup plus vite parce que ça amenait la liquidité, parce que si tu as quelque chose que tu n'aimes pas, tu peux le revendre instantanément. Et donc, on a rendu ça, on a productisé ça on a mis ça sur le produit et puis on a bougé de 70% à 90% d'offres. Pour rendre ça plus attractif et augmenter le taux de... Voilà, c'est ça, pour rendre ça plus attractif. Et puis, on s'est dit, mais comment on pourrait faire une expérience qui continue, en fait. Donc, c'est pas un drop spécifique, mais tu peux toujours venir acheter un paquet. Et on s'est dit, ça sera une vending machine. Donc, c'est comme, tu vois, une vending machine où tu achètes ton coca. On s'est dit, une vending machine, tu achètes ton paquet, c'est tout le temps. Donc, on a créé ce concept de vending machine. Et là, on parle de product market, tu le sens, product market fit. Donc, on a vendu $50,000 la première année, le premier mois. Et donc là, on est janvier 2024 ? On est en janvier 2024. Il y a 2 ans. Ouais, donc il y a 2 ans. $50,000. Puis le mois suivant, on a vendu $100,000. Puis $200,000. Puis $600,000. 1,2 million. 2,4 millions, 4 millions, 6, 700. Puis on est arrivé à 9 millions en décembre. Ok. On a rajouté les cartes de sport, on a rajouté des paquets plus... On continue à grandir, etc. Et on est passé de 9 millions. Donc là, on a essayé de faire une série A. Et on a quand même eu tous les investisseurs qui étaient en mode genre, je sais pas si ça tient, est-ce que le concept est durable. Lever en tant que boîte consommateur, c'est beaucoup plus dur que lever en boîte SaaS parce que les investisseurs sont frileux. Je veux dire B2C versus B2B. Ouais, parce que B2C, les consommateurs c'est dur de prouver que c'est quelque chose qui reste. Et les gens étaient en mode, oui, mais est-ce que ça va pas faire comme ça et puis se planter la gueule juste après, quoi. Et donc, on a essayé de lever des fonds, c'était en octobre. On n'a pas réussi. Parce que tu arrivé à la fin de ton renoué. Quoi? Ouais, on arrivait vers la fin de la renouée. Ouais. Et on n'a pas réussi.
On a fait un bridge round. Donc, on a eu un investisseur qui s'est dit, écoute, on a levé 5 millions, je pense, qui nous ont fait un safe. Un safe, c'est pas un... Donc, il y a une différence entre un price round et un safe. Safe, c'est une promesse d'equity. Donc, généralement, c'est quelque chose qui a été créé par Y Combinator, qui a un contrat beaucoup plus simple, qui dit en gros, je te donne l'argent et j'ai pas d'equity, mais dès que tu fais une levée, mon equity va convertir là-dessus. Un taux préférentiel, t'imagines? Non, tout ce que ça fait, c'est que ça dit que, par exemple, si tu... imaginons, on fait un safe où je te donne 1 million à 10 millions sur un safe. 1 million à 10 millions 1 million à 10 millions de valo. Okay, donc, j'étais techniquement 10% de la boîte. Ouais. Si au prochain round, tu lèves à moins de 10 millions, donc tu lèves à 5 millions de valo, parce que c'est un down round, et mon equity va convertir sur 5 millions. Donc, j'aurai 20% de la boîte. Si jamais tu lèves à plus de 10 millions, mais je suis capé à 10 millions, donc j'aurai quoi qu'il arrive 10%. Donc, si tu lèves à 100 millions, j'aurai 10% de la boîte quoi qu'il arrive à 100 millions. Et donc, ça protège les investisseurs, comme quoi, si jamais tu lèves à 1 million dans le futur, ils vont récupérer leur argent. Parce que, donc, c'est ça le concept du safe. Donc, on a fait ça. Et puis, c'est passé en décembre de 9 millions à 17 millions en janvier, à 42 millions en février. Ça a explosé. Et c'était au moment où on a eu un souci avec la Brinks, on a dû bouger. La Brinks ne voulait pas nous laisser sortir. On a dû faire un vol temporaire. Pourquoi ils ne voulaient pas vous laisser sortir? Des problèmes de contrat, de deal? Il y avait un problème de contrat, il y avait des soucis. Je peux pas trop en parler en truc, mais on a eu des soucis avec la façon dont ils opéraient les choses, la façon dont ils opéraient les volts. Et donc, on a décidé de créer nos propres trucs. C'était pas tenable. C'est la façon dont ils géraient ça, c'était impossible de scale. C'était horrible. Mais c'est intéressant ce que tu dis, problème de scale. On parle d'un monde digital qui scale à toute vitesse parce que le coût marginal, finalement, d'une vente en plus est minime, et en termes de stockage de données, il n'y a pas d'enjeu. Versus, tu as un business du coup, en ligne avec du coup, un stockage physique. Et à un moment, tu as un point de friction qui fait que ça ne fonctionne plus. Quoi. Tout ça... oui, quand tu commences à devoir racheter je sais pas moi, toute la pièce remplie de cartes toutes les semaines, il faut les scanner, les cartes, il faut les inventoriser, il faut les mettre, puis il y a les gens qui veulent récupérer les cartes. Là, maintenant, on a 2000 paquets par jour qu'on envoie. Et donc, ça doit scale avec... Et à la base, tout ça est externalisé chez Brinks, à la fois, du coup, la digitalisation... Tout ça est externalisé chez Brinks. Ah ouais, donc ils ont aussi dû créer une nouvelle ligne de business. Enfin, tout un nouveau Non, on avait engagé quelqu'un chez Brinks, et en fait, l'histoire, c'est que quand on commence à augmenter, ça commence à augmenter au niveau des ventes. Au début, on avait peut-être 90 rédemptions par semaine. Ok. 90 cartes. Et ça prenait une semaine pour retirer 90 cartes. Et je me dis, mais c'est pas possible, comment ça se fait que ça... Et donc, j'ai pris l'avion, j'ai été voir. J'ai jamais vu un truc comme ça. C'est le processus. Tu pourrais pas designer un processus pire que ça. C'était un peu comme The Office. Toutes les cartes étaient en vrac. Elles n'étaient pas organisées par truc. Il ouvrait une boîte. Il disait, il y a 3 cartes dans cette boîte-là. Il regardait toutes les cartes des 200 cartes de la boîte pour trouver la carte avec le bon chiffre. Il y avait rien digitalisé en amont? Non, ok. Rien. C'était tout. Il imprimait les emails avec le nom des gens. Et donc, parfois, il y avait les mêmes noms des 2 personnes. Il faisait tout. Au lieu de faire un VLOOKUP sur Excel, il recherchait copy et paste. Il prenait 3 heures. Okay. Donc, c'était vraiment j'ai jamais vu ça. Donc, je me suis dit, écoute, j'ai appelé mon cofondateur. J'ai dit, on loue un Airbnb et on a été à Salt Lake City. On a vécu au Volt. On a loué un Airbnb pendant 3 mois. On se faisait des tours. On a fait les processus nous-mêmes. On était dans le Volt pour créer les processus parce que c'était impossible de scale. Et donc là, finalement, t'éduquais, tu formais les équipes Brinks ou tu avais un employé On était là, on créait les processus nous-mêmes parce qu'ils n'étaient pas capables de faire les processus parce que c'était trop différent là-dessus. Donc on travaillait littéralement au Volt et on faisait les trucs nous-mêmes. On apprenait, écoute, on va faire un truc pour les rédemptions, on va intégrer à ce truc de shipment, d'envoi de paquets, de livraison, on va assigner les clients. Donc, on apprenait vraiment à faire le processus nous-mêmes parce que clairement, ça ne fonctionnait pas. Et on avait un backlog. Il y avait de plus en plus de commandes à envoyer. Les gens disaient, elle est où ma carte? Ça prend 1 semaine pour l'avoir, ça prend 2 semaines. Il y en avait de plus en plus qui demandent. Et on a un processus tout pourri. Donc, ça, c'était vraiment le gros challenge. Et il fallait vivre là-bas pour pouvoir le faire. Donc, on se faisait des allers-retours. On vivait... Mon cofondateur a littéralement vécu, alors que sa compagne était en France. Il a vraiment vécu là-bas pendant 3 mois. Ok, toi, tu faisais des allers-retours entre... Je faisais des allers-retours. Il y avait des gens d'opération qui faisaient des allers-retours. Je restais 1 semaine, etc. Donc, on a tous un peu mis la main à la pâte.
Et donc, on a créé le processus et on s'est dit à un moment, écoute, on va créer notre propre truc. Ah ouais. On a engagé des gens d'Amazon dans le Delaware pour tout ce qui est taxes. Donc là, maintenant, on a 25 personnes, je pense, Internalisé. internalisées qu'on a engagées principalement d'Amazon. Donc la personne que j'ai engagée s'occupait de tout un shift de la warehouse d'Amazon. C'est une des plus grosses warehouses là-bas. Et donc, on l'a engagé pour gérer le Volt. Et donc, on a créé notre équipe là-bas, quoi. C'est fou. Ok, donc parce que tu disais maintenant, vous êtes 70-80, donc ok, il y a un tiers de l'équipe qui est dans la gestion opérationnelle des cartes, quoi, dans le Volt. Ouais, c'est ça. Donc, on a toute une partie. Je m'attendais pas à ça. là-dessus. Ouais. Ouais, Okay. c'est comme un Amazon. Hein. Ouais. On a des paquets qui arrivent, il faut les inventoriser, il faut les stocker, il faut gérer l'inventaire, il faut process. Enfin, il y a des gens qui envoient des paquets, donc on envoie 2000 paquets par jour. C'est quand même une taille. Il y a combien de cartes Pokémon dans le monde? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a des cartes gradées. Je pense qu'il y a il y a environ 1 million de cartes qui sont gradées par an. Ok. Et je pense qu'il y en a 80 millions au monde pour l'instant, de gradées. Donc, c'est des cartes que les gens ont payées pour pouvoir les grader. Avec 1 million en plus chaque année. Ok. Et vous en avez possédé combien? Tu as une idée sur les 80 Et c'est millions? bon, là maintenant, on a des cartes que les gens possèdent, qu'on stocke pour les Ouais. gens, en fait. Il y a des gens Donc là, on a. Ça fait qu'évoluer. On achète environ 4 millions par semaine. De nouvelles cartes. Non. Ouais, de nouvelles cartes. Ouais. Ok. Donc, on a toute une équipe de vendeurs maintenant qui vont dans tous les États-Unis. Il y a des shows où les gens, en fait, vendent leurs cartes, etc., tous les week-ends, partout dans les États-Unis. Et donc, on a des vendeurs qui vont acheter et qui vont vendre là-bas pour nous. Et on a un concept très simple, c'est qu'on achète à 90%. Donc, ils peuvent racheter la carte à 80%, à 70%, 60%. Ils se font toute leur marge. Nous, ils savent qu'on achète en masse. Donc, on a des vendeurs où on achète entre 20 000 et 400 000 par vendeur par semaine, qui nous envoient et on a des vendeurs qui sont spécialisés dans tout ce qui est haut de gamme, donc toutes les cartes qui valent 2000 € ou plus. On a des vendeurs qui sont spécialisés dans gros lots de cartes beaucoup moins chères. Ok. Donc on a un peu de tout, quoi. Ouais. Attends, mais donc question, tu dis 4 millions par semaine, tu as un total de 80 millions. Du coup, comment tu... 4 millions de dollars de cartes. Ah, ok, je pensais 4 millions de dollars, cartes. ouais. Ok, non, ok, ça... Non, 4 millions de cartes, non. Ok. Non. Pas encore. Non, pas encore. Ok. Et donc, autre question sur le modèle que je voulais comprendre. Donc, si je réexprime, l'idée, c'est que tu vas acheter ta carte d'abord dans un warehouse, enfin justement partout dans le monde. Tu vas la vendre. Tu la vends 100. Ok. Tu vas ensuite proposer de la racheter 90. Et tu fais ça, tu disais, une carte est vendue en général 8 fois. Ouais, donc peut-être pour expliquer un peu le modèle qu'on crée et ce qu'on est en train de faire, parce que ça va peut-être être un peu plus clair. Donc, la façon dont on voit Courtyard, c'est qu'on est vraiment à l'intersection de 3 grosses tendances au monde. La première tendance, c'est que, c'est pas vraiment une tendance, mais c'est le fait que ça fait depuis 15 ans que les boîtes comme Amazon, etc., ont tout optimisé pour augmenter la conversion d'achat. Donc, ça veut dire que si tu ouvres ton Amazon, tu auras probablement quelque chose de différent de moi, dans le sens où il sait exactement ce que tu as besoin. T'as qu'à cliquer un bouton, ça arrive le lendemain. Tu peux l'acheter aujourd'hui, tu peux l'acheter demain, c'est toujours disponible. Et c'est devenu tellement bon à ça que tu perds un peu le fun de la découverte. Tu perds un peu... C'est tellement... T'as plus le fun de la discovery. C'est tellement optimisé là-dessus que tu vas dans un mall, un shopping center, par exemple, pas parce que tu as besoin d'un pull bleu, parce que tu veux découvrir ce qu'il y a. Et c'est pour ça que les gens vont sur des Shein ou des Temu maintenant, parce que c'est fun pour certaines personnes de voir un peu ce que tu peux avoir et de découvrir des nouveaux trucs. C'est un peu comme Groupon. Tu vas pas sur Groupon parce que tu sais que tu veux ça. Tu vas voir un peu quelles sont les offres qu'il y a sur Groupon et tu regardes un peu parce que c'est fun de découvrir qu'est-ce qu'il pourrait avoir. Je l'entends. Ah. C'est pas du tout quelque chose que je vis, mais je perçois autour de moi. Mais Oui, ok. Donc c'est des tendances dans la société. J'entends. Donc la deuxième tendance, c'est que durant Covid, les gens ont eu un intérêt. Ils étaient coincés à la maison, qui ont appris à faire du pain. Il y en a qui ont appris qui ont redécouvert les cartes Pokémon, qui ont découvert les montres, etc. Donc il y a un intérêt sur les types d'objets de collection. Et le troisième, c'est... Qui est vraiment là en hausse depuis le Covid. Ouais, clairement. Et surtout avec les marchés, là maintenant, les gens voient vraiment ça comme étant quelque chose de fun à acheter là-dessus. Et il y a un troisième état qui est plus aux États-Unis, mais beaucoup moins en Europe, qui est le fait qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de gamification dans la société. Donc quand je parle de gamification, tu as tout ce qui est DraftKings et FanDuel, par exemple, qui sont des sociétés où tu peux, quand tu regardes un match de sport, tu peux voir tu peux faire des paris sur combien de paniers ce type-là va faire. Donc, tu as pas mal de trucs.
Tu as tout ce qui est polymarket, c'est Kalshi, tout ce qui est prediction market, ou dès qu'il y a un débat politique où tu peux parier là-dessus. Tu as un peu un pari là-dessus. Et un troisième truc, c'est même tout ce qui est investissement avec Robinhood, etc. C'est devenu de plus en plus gamified. Et donc, nous, tout ce qu'on nous propose, si tu veux, c'est une façon transparente et simple de dire, écoute, on essaie de bouger sur le côté gambling dans le sens où on n'est pas là pour, tu veux acheter quelque chose, tu peux avoir quelque chose de tellement gros et la plupart des temps, c'est pas une loterie dans le sens où tu dépenses 100 €, tu vas avoir quasi rien, $5, $100, tu as quasi $5. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, écoute, on veut quelque chose le plus proche de ce que tu payes. Donc, au pire des cas, on essaie de bouger où tu dépenses $100. Au pire des cas, tu as quelque chose qui vaut plus ou moins la même chose. Donc, $80, c'est la façon dont on essaie d'acheter quelque chose qui est le plus proche de toi à $80. Attends, répète ça. Donc, si tu achètes quelque chose, donc j'ai une carte, tu dépenses $100. Ouais. Le but, on essaie vraiment de pousser à ce que dans le pire des cas, tu as quelque chose qui vaut $80. Ok. Donc, c'est un peu Une espérance un peu de gain. l'espérance, la valeur moyenne. Donc, si tu achètes, en moyenne, tu as toujours $100. Ok. Donc, on ne se fait pas d'argent sur le prix moyen. La façon dont on se fait l'argent, on l'achète à 90%, on le revend à 100. Donc, on se fait pas de... Et ça, c'est prouvable via la blockchain. Tout est transparent et tu peux prouver. Il y a même des gens qui créent des sites sur nous là-dessus où tu peux voir l'espérance. Et l'espérance est généralement parfois même plus haute que 100%. Et Tu vis de la moyenne de 100. la moyenne de 100, et le minimum si 80. Si tu achètes, 1000 paquets à $100, tu vas recevoir $100 en moyenne. Tu vas recevoir 1000 fois $100 de valeur en moyenne. Et donc, Avec la probabilité, ça fait toujours la loi des grands nombres. des grands nombres. Et donc, on essaie d'avoir le pire des cas, tu as quelque chose qui est proche, donc 80% de ce que tu payes, et tu peux avoir quelque chose qui est plus rare. Et notre concept, c'est de dire que ça amène un peu du fun à la découverte, parce que dans un monde où tu sais exactement ce que tu vas avoir, c'est fun de dire, c'est comme recevoir un cadeau d'anniversaire ou quoi, où tu sais pas ce que tu vas avoir, etc. Donc, ça amène un peu le fun, le côté fun là-dessus, où tu te dis, dans le pire, et on pense que ça commence avec les cartes Pokémon, on a annoncé les mondes récemment. Mhm. Et moi, mon concept, c'est de dire que ça peut fonctionner sur n'importe quel type d'objet. Et ça diminue les barrières à l'entrée de type. Parce que peut-être que tu ne connais rien dans le vin. Parce que ça peut être sur le vin, les sneakers, les cartes, les montres, même les choses comme par exemple les clubs de golf. Si tu veux un putter, tu veux dépenser $100, pire des cas, tu as celui qui vaut $80, puis tu peux avoir celui qui joue dans le PGA Tour. Et si tu n'aimes pas ce que tu as, on te propose un moyen instantané de le revendre. Et c'est comme ça qu'on se fait de l'argent. C'est sur le buyback qu'on se fait de l'argent, c'est pas sur la vente. On te propose un moyen instantané de le revendre qui est comme le fait de le vendre sur eBay et payer 13% de fees sur eBay. Donc, on est un peu un market maker, si tu veux. Okay. Et c'est un peu le fait ça amène le fun à la découverte, si tu veux. Et on a plein de gens qui utilisent notre plateforme qui disent, écoute, j'ai cette carte-là, je l'aurais jamais achetée, maintenant que je l'ai, je l'aime bien. Ou j'ai des cartes que je savais pas qu'ils existaient. Et en fait, on pense que ça diminue aussi la barrière à l'entrée parce qu'il y a plein de façons de se faire avoir. Si tu achètes une carte sur eBay ou autre et tu n'es pas un expert, si ça se trouve, tu vas te faire avoir, tu vas acheter trop, tu vas pas acheter la bonne, c'est pas authentifié et tout. Et donc, on propose en fait ce concept où tu peux découvrir ta collection là-dessus et tu peux découvrir le type d'objet que tu peux avoir à ce niveau-là de manière fun. Et c'est là que la blockchain vient, qui est intéressante, c'est que tout est transparent. Donc, tout est public. Et on est très transparent sur comment on se fait l'argent. J'achète à 90%, je revends à 100. Tu n'es pas obligé de me revendre à 90%, je te fais une offre. Et en fait, on accélère un peu le processus qui existe déjà dans les magasins de cartes, où tu achètes ton paquet, tu l'ouvres, tu as ton drac au feu. Le type qui vend le type du magasin de cartes va te l'acheter. Ok, je savais pas. Ou tu vas la mettre en vente sur eBay, si tu l'aimes pas et que tu n'as pas envie de la garder, et tu payes 13% de fee, mais là, tu dois trouver l'acheteur et le comment. Donc, en fait, on accélère un processus qui existe déjà et on le rend avec moins de friction, en fait, si tu veux. Ok. Par rapport au modèle financier, je me posais la question. Est-ce que tu dis que tu discloses chaque fois l'achat à 90, la revente à 100. Est-ce qu'il y a une première marge qui est faite lorsque vous achetez, vous, les cartes Oui, donc on a un lecteur de dealer et donc il y a tout ce qu'on utilise des parties tierces aussi pour tout ce qui est le prix, parce que c'est quoi le prix d'une carte et comment évaluer le prix d'une carte, c'est une bonne question. Donc en fait, ce qu'on regarde, c'est qu'il y a toutes des ventes sur eBay et donc il y a des ventes, c'est un marché énorme. Et donc en fait, il y a toutes des ventes qui sont enregistrées sur les maisons de vente et sur eBay. Mm-hmm. Et en fait, il y a plein de sociétés qui font ça, on fait ça aussi également, où tu agrèges la data. Tu agrèges la donnée de vente et tu as des modèles qui disent il y a eu 3 ventes dans les deux dernières semaines sur cette carte-là. Donc, ça veut dire qu'il y a assez donc, on a un indice de confiance. Donc, on sait que cette carte, donc c'est de 1 à 5. On sait que cette carte, entre 3 et 5, ça veut dire qu'elle s'est vendue dans les 3 dernières semaines, 3-4 dernières semaines.
on sait qu'il y a autant de ventes, donc on sait qu'on est assez confiant que le prix est ce niveau-là, et c'est un modèle de régression assez simple. Et donc, c'est pas nous qui disons cette carte vaut là, c'est au niveau du marché. Donc, ça s'est continué à évoluer. Et donc, tu l'achètes au prix du marché, tu la revends au prix du marché? On l'achète, donc nous, on achète en gros, et donc on a un network, on a... Un discount. Non, on a, je pense, 60 ou 70 vendeurs, donc des dealers qui font leur argent comme ça, où eux négocient différentes cartes et nous, on les achète en gros. Et vu qu'on achète à des gros volumes, on peut se dire, écoute, moi, je l'achète à 90%. Tu me vends ce que tu veux, je l'achète à 90%. Très bien. Voilà le prix instantané. Et donc, eux, ils se font l'argent comme ça. Et donc, on se fait une marge de 10% sur la première fois qu'on vend. OK. Qui a donc la même marge finalement sur... La même marge. Donc, notre modèle est vraiment simple. Donc, on achète à 90, on revend à 100. Oui, quel est le prix du marché. Et si les gens n'aiment pas ce qu'ils ont, ils nous la revendent. Et donc, on peut revendre ça. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir de très fines marges là-dessus. Et de ne pas rajouter des marges en plus. Parce qu'en fait, c'est le modèle où tu vends... En fait, on a le risque, parce que je pense qu'on a 20 ou 30 millions d'inventaires là maintenant, qui sont de balance sheet. Donc, ça, c'est le risque qu'on a aussi, parce que c'est un truc. Et donc, pour proposer tout ça, la façon dont on se fait l'argent, c'est on achète en dessous du marché, on la revend. Tu n'as pas besoin de le revendre. Je te fais une offre, c'est ton choix. Et donc, c'est un peu on est un peu un market maker, si tu veux. Mais donc, concrètement, sur une carte achetée 90, si tu la revends du coup 8 fois, tu rajoutes 8 fois 10 euros, et donc tu rajoutes 80 euros. Et c'est comme si tu l'avais vendu. Ça dépend, parce qu'il y a des cartes où on les revend des fois. J'essaie de simplifier un cas type. Voilà, c'est un cas type. Et en fait, on perd de l'argent. Par exemple, si tu achètes un paquet à $50 ou à $100 et que tu fais une carte qui vaut $200, on a perdu $100 sur ce paquet. Mais, parce qu'on a acheté cette carte probablement à $180, à 90% des $200, et on l'a revendu à 100, donc on a perdu $80 sur ce paquet. Mais en moyenne, vu que la loi des grands nombres et qu'on vend quand même près de 2 à 3 millions par jour maintenant, la loi des grands nombres, on vend quand même un gros volume que nous, en moyenne, on vend toujours au prix de truc et on l'achète. Donc nos marges sont assez prédictibles. Il y a un seuil de répétition en dessous duquel il ne faut pas descendre pour que le modèle ne tienne plus? Dans quel sens? Non, c'est juste que ça va nous coûter beaucoup plus cher s'il n'y a pas de modèle de répétition. En trésor pour pouvoir tout. Il faut juste racheter plus de cartes. Et c'est toujours viable. C'est juste que ça prend beaucoup plus d'opérations là-dessus. Ok. Déjà, moi, je suis halluciné par ce concept. Il est. C'est simple comme concept. Au final, oui, c'est simple, mais le cheminement, toute l'histoire. Enfin, je veux dire, on va quand même toucher à un mix de mondes, un monde à la fois si moderne avec la blockchain, justement toutes ces technologies. Bon, là, avec une couche d'abstraction. Et tu parles de nostalgie, on retourne à des cartes Pokémon. C'est marrant de mixer ces deux mondes. Et j'aime bien aussi le parallèle entre le monde digital et on parle plus de blockchain pour les. La blockchain, vraiment, nous, c'est un moyen que ça, c'est un moyen de début de la chose. On parle plus vraiment de blockchain. Je pense qu'il y a de manière justifiée, il y a une connotation très négative sur tout ce qui est NFT, etc. Parce que les gens ne savaient pas trop. Il y avait beaucoup de spéculation là-dessus. Donc, on n'est pas du tout dans ce niveau-là. On utilise juste ça comme infrastructure pour le faire. Yes. Et clairement, d'ailleurs, ça pourrait vous desservir. J'imagine qu'au début, en 2021, c'était peut-être un buzzword qui fonctionnait pour votre... Ça fonctionnait bien, ouais. Mais maintenant, c'est plus trop idéal de... OK. Du coup, tu disais que tu avais fait un bridge, vous avez relevé des fonds. Concrètement, là... Vous êtes donc une boîte rentable, mais comme elle doit tout acheter à l'avance, il y a un enjeu de cash flow, de trésor à devoir sortir. Vous le financez que par les levées ou vous pouvez financer maintenant, vous avez un modèle par des banques pour moins vous diluer? C'est quoi un peu la situation actuelle? Au début, c'était par les levées. Ouais. On est devenu positif cash flow. Nos chiffres ont quand même évolué énormément. Et donc, on a fait une autre levée de fonds. Donc, on a levé après... C'était en mars l'année passée, on a levé 30 millions avec un autre investisseur qui s'appelle Forerunner, qui est spécialisé dans tout ce qui est boîte de consommateurs, donc consumer company. Et donc donc on a notre inventaire, on a été profitable et donc on a réinvesti pour grandir avec ça à ce niveau-là. Ok. On n'a pas fait de tout ce qui est banque, etc. Là. C'est quoi tes enjeux maintenant? C'est quoi qui est difficile? Je pense qu'on devait prouver deux choses. Déjà, notre équipe a grandi de 14 à 70 personnes. En un an. Presque 80 maintenant. Donc, toutes les semaines, il y avait une ou deux personnes en plus. Okay. On est fully remote. On a des bureaux à New York, on a des bureaux à San Francisco. On ouvre des bureaux à San Francisco, on a des bureaux à Pittsburgh aussi. Et le vol dans le Delaware.
c'est beaucoup. Quand tu grandis si vite, il faut être sûr de garder la culture, engager les bons types de personnes. Demander les conseils parce que c'est pas comme si tu savais exactement. Je suis le premier à dire que c'est pas une idée qu'on a eue comme ça en mode c'est l'idée de magique. C'est vraiment on a testé, on se plantait la gueule, on a testé, on se plantait, on a testé, on s'est planté. Et c'est avec itération et il faut continuer à pousser jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui fonctionne et puis tu pousses un peu plus, puis tu pousses un peu plus. Et donc là maintenant le gros focus c'est vraiment de prouver que écoute ça fonctionne avec les cartes, mais tu peux dire que les cartes tu peux acheter un paquet de cartes. Et donc, est-ce que ça fonctionne avec d'autres types d'objets? C'est un monde différent. Les gens qui achètent des cartes, c'est pas les mêmes types de personnes qui achètent des bouteilles de vin. C'est pas les mêmes types de personnes qui achètent des sacs ou du maquillage ou autre. Et donc, là, on a lancé les montres. Donc, c'était il y a une semaine. Et donc, c'était un grand changement de prouver que le modèle fonctionne avec d'autres types d'objets que les cartes, en fait. Et en termes de traction, qu'est-ce que ça dit, le lancement des montres? C'est assez fou. On vend... là, pour l'instant, en 5 jours, on est à 5 millions et quelques. De volume de vente, ouais. Donc, pour l'instant, de 10 000, c'est ça que tu disais? C'est 10 000, ouais. Tu peux avoir quelque chose à 8 000. Pour tout ce qui est des montres, c'était des montres de luxe, donc c'était des Rolex minimum. Si tu vas aller dans le monde des Rolex, le prix plus bas, c'est 8 000 $ la Rolex. En deuxième main, si tu veux quelque chose de... Et donc ouais, c'était 10 000 $ le paquet. Là, on va essayer de trouver des paquets un peu moins chers et ouvrir le marché. On voulait vraiment faire un test pour voir est-ce que ça fonctionne. On n'avait aucune idée. Donc, si ça se trouve, on n'aurait rien vendu. Et ce serait la même chose qu'avec les baskets et ce serait le gros flop. Mais si tu ne prends pas de risque, tu ne peux pas savoir si ça va fonctionner. Toi, ça te coûte quoi personnellement? Tu parlais de cheveux gris. J'entends que ça t'apporte beaucoup. Tu en parles de manière... Tu vois, t'es excité, ça te parle. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Ça te donne une énergie. En fait, créer quelque chose où tu as une équipe aussi qui se forme. T'as vraiment, en fait, on est tous en mode... on essaie tous et on a vraiment une culture. Donc, j'avais un truc dans le... Pour moi, les valeurs d'une boîte, ça se crée pas. C'est pas toi qui dis c'est ça la valeur d'une boîte. Et j'ai fait un truc assez drôle, c'est que j'ai envoyé à tous les gens de la boîte en disant c'est quoi vos 5 principes de la boîte. Et on a mis ça, j'ai même pas répondu. Et on a mis ça sur ChatGPT. Et ils ont fait un résumé avec les valeurs de la boîte. C'est quoi? C'était génial. Le premier, c'était act like a owner. Donc, si tu vois quelque chose, c'est ton problème. Tu es responsable des trucs. Le deuxième, c'était titles don't matter here, ideas do. Donc, les titres, on s'en fout des titres. N'importe qui leur voit compte. Si tu as une idée, dis-le. Et au pire des cas, ce sera pas le bon truc. Mais le fait que n'importe qui peut donner son idée et la raison pour laquelle les gens sont là, c'est pour amener les choses et qu'on n'est pas en mode... je déteste tout ce qui est politique dans les boîtes, etc. Donc, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Je pense qu'il y avait une autre valeur qui était... c'était quoi? C'est transparence. Ce qu'on doit faire, on doit être OK à avoir ça sur la page du journal de tout ce qu'on fait à ce niveau-là. Il y a tout ce qui est de kindness scale, donc la gentillesse s'étend. Donc, on est direct, mais on a positive attitude et on assume qu'il y a une bonne intention derrière le truc. Enfin, c'est tout des trucs à ce niveau-là, mais le fait de créer une équipe qui est super motivée là-dedans et qui sent qu'on est tous en train de créer quelque chose et c'est pas ma boîte, c'est la boîte de tout le monde, c'est cool. Ça fait un projet qui avance et t'as plein de gens qui donnent des idées, etc. Et on évolue. Et je pense qu'on a une mentalité de l'échec est encouragé. Et ce que je veux dire par échec, c'est si tu fais pas assez d'échecs, c'est que tu n'as pas assez essayé. Et le but, en fait, c'est quand tu as cette mentalité-là, c'est comment est-ce que tu peux échouer plus vite. Donc, tu as une idée, on pense que les montres, ça va fonctionner. Au lieu de faire un truc où on fait un grand projet de 6 mois, où on achète plein de montres, on va faire un test, on va voir, ça doit fonctionner avec ça, on va acheter 200 montres, on fait ça rapidement, on a lancé les montres en 1 mois et demi. On va aller dans le magasin Brico, je sais pas quoi, acheter un truc de caméra ou MediaMarkt, acheter un truc de caméra, on va faire les tests, et on lance. Parce que ce sera pas parfait, mais on va avoir l'information que est-ce que ça fonctionne ou pas. Et il vaut mieux avoir l'information que ça fonctionne pas après avoir testé en 1 mois, plutôt que passer 6 mois à penser ce qu'on avait fait avec Sneak, on a passé 3 mois à créer cette boîte, etc., pour se rendre compte qu'au final, ça fonctionne pas. Et en fait, si on a cette mentalité-là, on peut évoluer beaucoup plus rapidement vers quelque chose qui fonctionne, en fait.
Mais ça, c'est finalement la mentalité avec laquelle on nous bassine depuis 15 ans, un peu la culture des States. Ouais, c'est la culture aux États-Unis, ouais. Je sais Tu aurais pu monter cette boîte en Europe? Non. Je pense que le fait d'être à San Francisco avec Y Combinator, etc., nous a vraiment propulsé dans le monde de l'investisseur, dans le monde des trucs là. Je pense pas. Peut-être. Je sais pas. À voir. On ne sait jamais. Mais le fait d'avoir cet écosystème de la Silicon Valley a vraiment beaucoup aidé. Et je pense pas qu'on aurait eu l'intérêt des investisseurs qui nous auront permis de faire ce qu'on voulait faire pour pouvoir lancer les choses, quoi. Donc, Alors, je l'ai placé il y a 5 minutes, et puis j'ai dit qu'est-ce que ça te coûte? Et puis j'ai dit voilà, je vois que ça t'apporte beaucoup de choses, mais qu'est-ce que ça te coûte, toi? Est-ce que ça te coûte quelque chose, cette expérience? c'est beaucoup de boulot. Enfin, tu sprintes un marathon. Donc, oui, c'est génial. C'est, comment dire, il y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup de... là, par exemple, je suis en Belgique, je travaille l'après-midi, et puis je reste de 6h à 9h. Je reste avec ma famille, je fais un dîner, et puis je recommence jusqu'à 3h du matin, quoi. Donc, ça n'arrête pas, quoi. Donc, il y a beaucoup de pression. La pression vraiment que j'ai sentie forte, c'est quand, après les chaussures, je me suis vraiment dit, il y a tous ces gens-là qui ont quitté leur job. Parce qu'au début, j'ai vraiment engagé des bonnes personnes. Je leur disais, écoute, travaille sur le côté. Quitte pas ton gros job, parce que c'est dur d'avoir des bonnes personnes qui viennent. Je travaille sur le côté, aide-nous sur le côté à mettre ça en place. Et quand tu viens, je te paierai. Je te paye déjà sur le côté un peu, mais quand tu viens, je te paierai l'effort que tu as mis, je te le rendrai. Enfin, j'ai toujours cette valeur de tout ce qui a été donné va être donné de retour. Je pense que ça a beaucoup aidé au sens où c'est pas au mode j'essaie d'avoir toutes les parts de ma boîte là-dessus. Mon cofondateur, quand je l'ai vu, on fait 50-50. Donc, avoir cette approche-là a vraiment beaucoup aidé là-dessus. Mais quand j'ai senti que tous ces gens-là qui avaient quitté leur carrière et tout pour joindre le projet et que j'avais aucune idée de ce qu'on allait faire, vraiment aucune idée, il y a tout le monde qui te regarde. C'est chaud. Mais Comment tu gères ça à ce moment-là? j'ai pas dormi pendant 2 semaines. Et j'ai vraiment bougé en mode... en fait, il faut remotiver les équipes. Il faut vraiment pousser en mode genre, OK, c'est pas ça. On va recommencer. On va tester les cartes. C'est ça qui va fonctionner. Et en fait, ton job, c'est vraiment de pousser en mode... et tu avais même les investisseurs qui étaient en mode, vous pouvez rendre l'argent. Et c'est vraiment en mode... pousse. Et toi, comment tu te faisais, toi, aider, accompagner? T'avais quelqu'un sur qui tu peux te reposer? Oui, tu as les conseils des Boy Combinator, par exemple, aide beaucoup, tu peux toujours les contacter là-dessus. Ton cofondateur, j'aurais pas pu créer ça tout seul. Joe et Paulin, etc. Donc, mon cofondateur et mon head of engineer, qui est un peu le troisième cofondateur, le fait d'avoir cette culture de n'importe quelle idée peut être donnée et chacun a son mot à dire, aide beaucoup parce que tu réfléchis avec d'autres personnes et tu n'es pas tout seul dans la décision. On a fait plein d'erreurs. Mais pour moi, à partir du moment où tu as les bonnes personnes avec qui réfléchir et prendre les bonnes décisions, tu prends la décision avec les informations que tu as. On pensait que les chaussures, ça aurait fonctionné. On s'est rendu compte après que ça aurait pas... Avec l'information qu'on a maintenant, on n'aurait pas fait ça. Mais à l'époque, on n'avait pas cette information. Et donc, à partir du moment où, pour moi, où si tu reviens dans le passé, où tu prendrais les mêmes décisions avec les informations que tu as à l'époque, pour moi, c'est la façon dont tu fais pour avancer les choses. Et la meilleure façon, c'est d'avoir des bons cofondateurs, des personnes à qui tu peux faire confiance, où tu peux vraiment discuter et aider là-dessus, quoi. Donc, tout seul, je comprends pas les gens qui arrivent à lancer une boîte tout seul. Pour moi, c'est trop dur. Et moi, ce qui me marque, et c'est quelque chose et un point auquel je m'intéresse beaucoup auprès de personnes qui viennent, à savoir comment tu gères aussi une famille. Tu m'as dit que tu étais jeune papa. Ouais. 3 mois. 3 enfants, c'est ça. Comment tu gères ça avec la vie que tu nous décris et la pression que ça te met sur les épaules? Tu dors pas beaucoup. Non, mais ouais, j'ai pas pris je pense que j'ai pris 4 jours de congé paternité quand j'étais à l'hôpital. Tu arrives à... Je pense que... Et c'est pas pour tout le monde, mais moi, j'arrive vraiment à bien dissocier. Ça me stresse pas d'être toujours on, mais... Il y a des gens qui doivent vraiment déconnecter. Et je le fais parfois en vacances, mais ça me stresse pas d'être toujours on. Okay. Mais je me garde toujours un temps
Enfin, il y a des priorités parce qu'on n'a pas de télé, j'ai pas eu le temps de regarder une série depuis longtemps. Ok. Parce que tu n'as juste plus le temps de faire ça. Et tu priorises. Donc, à chaque fois, normalement, quand je rentre, d'habitude, ce que je fais, j'essaie d'arrêter vers 5h, 6h. Je passe le temps jusqu'à 9h du soir en famille cuisiner. J'adore cuisiner, etc. Donc, tu passes du temps là-dessus et tu dédies le temps là. Et puis, tu bosses quand tu reviens à ton lit, tu prends le truc, tu regardes quelques messages, etc. Et puis après, on a délégué. Ça, c'est prendre les bonnes personnes de confiance et leur dire, écoute, je suis là si tu as besoin, mais tu es meilleur que moi là-dedans. Et donc... C'était dur, ça? Non. Ce qui est dur, c'est quand tu délègues et puis que tu regardes et que tu vois que les trucs vont pas et on ne te l'a pas dit. Donc, quand tu découvres que on a acheté pas mal... Comme? Tu te rends compte qu'on a acheté 7 millions de cartes qu'on n'a pas besoin et qu'on ne l'a pas dit. Ou tu te rends compte qu'il y a un souci au marketing, on dépense plein de sous, etc. Mais il y a plein de choses comme ça où tu te rends compte qu'il y a des choses qui... ça arrive rarement. Mais quand ça arrive, c'est un problème parce qu'après, tu perds la confiance là-dessus. Donc, pour moi, c'est juste, tu prends les gens qui sont meilleurs que toi dans ce domaine-là. Donc, généralement, ce que je fais pour engager les gens, je me dis, écoute, par exemple, si je veux engager quelqu'un en marketing, pour moi, meilleur marketing, c'est tout ce qui est mobile gaming, donc tous les jeux. J'ai été chercher quelqu'un de Zynga, qui est une grosse boîte pour gérer l'équipe marketing, et de Warner Brothers Games, et donc toute l'équipe marketing vient de là. Où c'est des gens qui s'y connaissent beaucoup plus que moi là-dedans. Et moi, mon but, c'est juste de mettre des gens qui sont meilleurs que moi dans leur domaine et de les laisser faire. Parce que si tu les engages et tu leur dis exactement quoi faire, c'est un souci. Par contre, il faut pouvoir expliquer. Je pense que si quelqu'un n'arrive pas à t'expliquer de manière claire, où tu peux comprendre c'est quoi le problème ou ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'il y a un souci. Je reprends, vu qu'il est frais dans ma tête et qu'il est sorti hier, l'exemple avec Thor, du coup, qui a monté Sirena Technologies et qui a bossé 5 ans chez Tesla. Et du coup, moi, c'est un moyen de faire un parallèle aussi sur cette fameuse culture US que je n'écoute qu'à travers d'autres podcasts ou que je vois qu'à travers, du coup, d'autres yeux, et c'est toujours de loin, et il y a un peu cette sensation de « oulala, ça clash complètement avec la culture européenne ». Et notamment sur les embauches et les licenciements avec Hire Fast and Fire Even Faster, ce genre de trucs, quoi. Et Thor, il l'expliquait avec ses mots, c'était la mission de l'entreprise est plus forte. Elle est tellement forte qu'elle justifie le fait que tu puisses dire à quelqu'un de partir si jamais il répond pas justement aux critères, et assez vite. Et c'est vrai que quand je pense à la culture européenne, la manière dont on est élevé, même dans les boîtes dans lesquelles on a pu travailler ou autour de nous, on n'est pas du tout dans cette approche-là. On est plutôt du style on va le dire une fois, on va mettre de la pommade, et on est un peu un paradoxe. Moi, j'ai du mal à imaginer pouvoir, tu vois, dans des projets que j'ai pu faire, être vraiment plus frontal dans ok, ça va pas, il faut que ça change, et justement pouvoir te séparer potentiellement de quelqu'un. Et à la fois, moi, je trouve qu'on a d'énormes acquis sociaux en Belgique, dont je suis fier, c'est pas le mot, mais je suis très reconnaissant, quoi. De pouvoir voir qu'il y a toute une partie de la population aussi qui peut avoir une sorte de bas de laine de repos. Et donc je me demande, toi, bon, t'as peu travaillé en Belgique, mais t'as grandi en Belgique. Maintenant, ça fait 10 ans que tu bosses aux US. Comment tu vis ce... Moi, la façon dont je vois les choses, c'est assez drôle, parce que justement, il y a quelqu'un, j'ai un parfait exemple qui est arrivé hier. Moi, la façon dont je vois les choses, c'est que si la personne vient, surtout dans une startup, c'est beaucoup, ça demande beaucoup une startup. Donc, dès que j'engage quelqu'un, je leur dis à chaque fois dans l'interview, je lui dis, ça va être comme je l'ai dit, le job le plus dur que tu vas avoir, un des plus durs, c'est énormément de boulot, mais il y a beaucoup, c'est très enrichissant. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que parfois la personne, si ça se passe pas bien, personne ne veut faire du mauvais boulot. Personne n'a envie que ça se passe bien. Tout le monde a une bonne intention, dans le sens, tout le monde veut faire du bon boulot, tout le monde pense que... mais tout le monde a plein de qualités différentes, et parfois c'est juste que la personne n'est pas au bon endroit pour ce qu'elle a besoin de faire. Et moi, je vois même, ça t'aide pas spécialement. Si tu restes 2 ans dans un job que tu détestes, parce que tu as une pression de dingue, et que tu sais que tu vas pas grandir parce que ça se passe pas bien et que t'es pas là,
pourquoi rester? Et moi, je le vois vraiment, c'est peut-être parfois le meilleur cadeau que tu puisses avoir. Et c'est pas un cadeau, mais c'est exagéré de dire que c'est le meilleur cadeau que tu puisses avoir. Mais parfois, peut-être que tu vas quitter ça et ça va te pousser vers quelque chose que tu apprécierais beaucoup plus, tu serais beaucoup plus heureux. Maintenant, il y a tout ce concept de sécurité, etc. Moi, j'ai eu l'exemple hier. Donc, j'avais celui qui gère notre communauté, qui est quelqu'un qui a 20 ans d'expérience. Qui gérait les communautés chez AS-Roma et puis chez Warner Bros. Games en truc, et qui était trop senior. Et ça se passait pas bien parce qu'on a besoin de quelqu'un qui met la main dans le cambouis, qui va aller sur les Discord, qui va aller sur les trucs. Et ça se passait pas bien. Et j'étais en train de lui donner un peu un feedback assez solide là-dessus, en mode ça se passait pas du tout. Et là, il vient de démissionner. Et il a dit parce que c'est juste pas au bon endroit, c'est pas le bon fit en fait. Et c'est OK. Et il trouvera un job. Et il y a cette culture un peu de les gens veulent vraiment pousser là-dessus, et c'est pas spécialement, si t'es pas au bon endroit au bon moment, bah, tu vas te pourrir la vie, tu passes ton temps à faire ton job. Pourquoi passer du temps à faire un truc qui te plaît pas et qui va pas t'amener dans le bon endroit, ça? Je crois qu'en Europe, il y a peut-être plus une culture de la peur. Si tu changes de job, tu vois, je peux pas quitter sans retrouver, il faut que j'ai une sécurité. Et donc, je pense que pour être passé Alors que tu as beaucoup plus de sécurité en Europe. C'est pas les États-Unis, pour être passé plusieurs fois par la case stop, chômage de 3 mois, retester quelque chose, je l'ai un peu plus éprouvé. Et donc, je pense que mon aversion au risque a diminué au fil des années. Mais je sens que c'est comme ça que j'ai entamé ma carrière pro, quoi. C'est ce côté avec... OK, j'ai 2 ans de taf, je peux pas quitter après 2 ans de taf. Qu'est-ce qui va se passer? Alors que, d'un point de vue extérieur, tu pourrais dire, t'as plein de cartes en main. Il y a la proportion de chances que tu te plantes et que tu te retrouveras est si minime que c'est un faux argument, quoi. Mais c'est marrant de voir que c'est ancré dans nos cultures, je pense. Oui, c'est vraiment ancré dans la culture. Et en tant que boîte, t'as tellement peu de gens, t'as tellement peu de ressources disponibles. Une personne peut vraiment tout faire foirer. On a des gens comme ça et tu vois vraiment qu'une personne peut amener une culture horrible. Qui commence à envoyer des messages en perso. Ouais, pourquoi est-ce que lui, il a fait ça? Il commence à commérer. Et ça crée une culture pourrie. Et tu vois vraiment que ça peut vraiment changer complètement la culture d'une boîte s'il y a une personne qui est mauvaise. Et donc, si tu vois ça ou si tu vois que la personne n'est vraiment pas la bonne personne qui était engagée, ça sert à quoi d'essayer de pousser? Ça va faire que s'empirer. Donc, c'est un peu l'approche que j'ai, moi, là-dessus. On a eu la chance, on n'a pas eu énormément de gens dont on s'est séparés. Mais on a quand même eu une dizaine, quoi, ouais. OK. La première fois, ça doit être challengeant. C'est très challengeant. Surtout que je tiens à la personne. Ouais. Donc, je suis là pour l'aider, etc. Et parfois, c'était, par exemple, le premier, c'était le Head of Partnerships, qui était quelqu'un qui avait quitté Google pour venir là-dessus. Parce qu'on bougeait de modèle je bossais avec les boîtes, on n'avait plus besoin de quelqu'un pour les partnerships. Et donc, c'était difficile parce que, bon, il a lancé sa boîte. Maintenant, mais c'est pas facile la première fois parce que tu te sens responsable, quoi. Et donc, c'est pas, tu les vires pas en mode j'ai pas de cœur et je les vire. C'est pas du tout ça, quoi. Aussi, pour comprendre un peu la diff, on est sur quel ordre de grandeur pour des salaires aux US? Entre dans le bas, t'es dans les 100 000, 120 000. Quand tu dis le bas, c'est le bas pour toi en tant que startup tech. Oui, donc les employés qui sont dans plus les manuels, les workers manuels sont dans les 60 000 dollars. Le coût de la vie est beaucoup, beaucoup plus cher. Oui, ça, j'en suis. Quand tu dis 60 000, c'est brut ou c'est net? C'est brut. Tout est brut. Okay. Et le dollar vaut moins. Ouais. Les employés sont entre 100 et 200. Les ingénieurs sont entre 180 et 300, on va dire. Okay. Quelque chose comme ça. Ouais. Okay. Et toi, tu te rémunères à un niveau supérieur justement aux ingénieurs ou tu vises tout en equity? Tu te rémunères? Moi, mon cofondateur, on était totalement mal payé là-bas. Maintenant, ça a changé parce qu'on est profitable, etc. Mais on n'est pas du tout les mieux payés de la boîte. Okay. Parce que... Et c'est disclose sur la blockchain, ça? C'est pas sur la blockchain. Ok, cool. Bah, merci beaucoup. J'ai
Des petites questions de fin. Depuis quelques épisodes, je prépare les reviews et je vais vous prendre une bonne et une mauvaise pour avoir ta réaction dessus. Donc la bonne, je l'ai traduite, hein, c'était majoritairement tout en anglais, mais donc cette entreprise a dépassé toutes mes attentes. On va un peu te faire plaisir là. De leur superbe carte que j'ai tirée au sort à leur service client en passant par les codes promotionnels aléatoires qu'ils m'ont envoyés. Que dire de plus, si ce n'est que c'est une entreprise de premier ordre qui répond à tous vos besoins en matière de plaques. Voilà, je me suis dit que j'allais te partager ça. Alors, on en reçoit tous les jours. On a un channel sur Slack qui s'appelle Voice of the Collector. Ok. Dès qu'il y a un truc, ça va. Donc, on en a beaucoup de... Et j'adore les feedbacks négatifs parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. Sur Trustpilot, hier, j'ai été voir, justement, pour préparer l'interview, et il y en a pas mal qui tournaient autour des moyens de paiement. Ceci avec les moyens de paiement. Ils refusent. On est en train de bosser là-dessus. Ce qu'il disait justement, ils refusent littéralement mon argent. J'ai essayé plusieurs fois pendant... C'est un bon problème à voir, alors. J'ai essayé plusieurs fois pendant plusieurs jours d'acheter des packs de bandes dessinées, mais ils refusent mon argent. J'ai vérifié auprès de ma banque avec 2 cartes de crédit différentes. Il n'y a aucun blocage, ils refusent tout simplement mon argent, 0 sous. on a eu des soucis. On a eu tout un... Parce qu'en fait, on n'utilise qu'un la blockchain là-dessus. Donc, on est en train de bosser là-dessus pour résoudre ça. Mais oui, ce qui est un bon problème à avoir parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens, plus de demandes que ce qu'on a proposé. Enfin, ouais, donc, J'ai l'impression d'avoir lu aussi des bad reviews où des gens comprennent pas la mécanique, où il y a des problèmes de shipping. Mais bon, voilà, ça doit arriver dans tout. Le shipping, c'est plus quand par exemple, les Brinks, à l'époque, ou quand tu augmentes, et puis il y a eu un blizzard à New York, par exemple, et donc tout était fermé. Donc, on a un peu plus de retard. Et puis, on doit grandir là maintenant. Et donc, on a besoin de plus de personnes. Mais tu n'engages pas des personnes de confiance comme ça. Si tu peux pas engager 10 personnes en un coup. Et donc là, on est en train de potentiellement regarder pour est-ce qu'on peut agrandir l'espace, etc. Donc ça, c'est des problèmes de croissance qui sont des bons problèmes à avoir, mais ça impacte les clients, quoi. Et en termes de boîte consommateur, tu n'as pas le droit à l'erreur, quoi. Les gens s'attendent à top, du top, du top. Ils ont l'habitude d'Amazon et ils s'attendent au top, du top. J'ai une autre question où je vais te demander de choisir quelques chiffres au hasard et de poser des questions. C'est quoi ton endgame, toi? Mon endgame, c'est de build C'est fun. Là, je suis dans un endroit où on a l'opportunité, on a une équipe incroyable, d'ingénieurs incroyables. On peut tout faire. Dans le sens où tout ce qu'on a comme idée, on peut décider de lancer. On a le choix. On a les ressources. On a les ingénieurs, on a la bonne équipe, etc. Donc, si tu fais ça pour l'argent, c'est pas tu fais pas ça pour... ça fait une grosse partie, évidemment, de... Ça fait partie de l'équation. Ça fait partie de l'équation de n'importe quoi. Quand tu lances une boîte, tu peux pas... Non, mais je crois que je cherche... C'est pas le but principal. Enfin, moi, mon niveau de vie n'a pas changé, etc. J'habite dans un appart 2 chambres à New York, ce qui est énorme pour New York. J'ai pas besoin d'un appart 20 chambres, j'ai pas besoin d'une Ferrari, j'ai pas besoin de trucs. Donc, c'est pas vraiment ça, c'est plus le fait de créer des trucs qui changent. Surtout en boîte consommateur, quand tu vois des gens qui utilisent des gens qui utilisent ton produit, même dans la rue, des gens que tu rencontres qui ont utilisé ton produit, c'est génial. Et le fait d'étudier, tu peux décider ce qui va se changer et tu vois l'impact directement que ça. Pour moi, c'est génial, là, ça. Donc, pas spécialement un endgame, on verra comment ça évoluera, mais pas spécialement un endgame là-dessus. Là, mon endgame, c'est vraiment je pense vraiment qu'on peut créer l'une des plus grosses boîtes dans le sens où, pour moi, Amazon, c'est pour tout ce dont tu as besoin. Donc, tu vas acheter du papier toilette, tu vas acheter un aspirateur, va sur Amazon. Pour moi, tout ce qui est objet dont tu n'as pas spécialement besoin, on peut amener énormément de liquidité, on peut amener le fun de l'expérience, de la discovery, etc. On est une boîte de entertainment, en gros. Et il y a énormément à faire là-dedans. Donc, on est qu'au tout début, quoi. On a juste commencé avec les cartes, on vient lancer les montres. Il y a énormément à faire là-dessus. Donc, c'est ça. Tu te vois changer de secteur? Parce que là, tu es dans le entertainment, comme tu dis, divertissement, par un peu le hasard des choses. Tu as envie de changer un moment de sujet, de vertical On verra comment les choses évoluent. Je pense que dès qu'il y a des opportunités, pourquoi pas. Je dis pas non. Donc là, moi, j'adore voir des concepts et réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses et évoluer et faire des concepts différents là-dessus. Donc pourquoi pas dans le futur, quoi. Ok. Je te propose de me donner un premier chiffre entre 1 et 13. 3. C'est quoi le moment où tu t'es senti le plus imposteur depuis le lancement de Courtyard? Ouf. Je pense que tu te sens toujours... Tu as toujours l'imposter syndrome dans le sens où tu
tu as toujours l'imposter syndrome en mode mais pourquoi est-ce que ces gens-là me suivent? Surtout au tout début, tu crées un vrai château de cartes. Je pense que c'était vraiment au tout début où tu crées un château de cartes, dans le sens où la personne veut bien venir avec toi. Cet ingénieur de Google veut bien bosser sur toi parce qu'il y a un autre ingénieur d'Apple qui veut bien. Et donc, tu convaincs un autre type qui va chez YouTube pour t'aider à faire la communauté. Et maintenant, tu es 4. Et donc, tu vends le truc, mais on est 4, mais tu n'es pas vraiment 4. C'est des types qui bossent sur le côté. Et puis, tu vends ça à un investisseur. Il y a un investisseur qui est intéressé. Et puis, tu commences à avoir un château de cartes qui a une petite fondation en plus. Et puis maintenant, tu es 4. Donc, il y a un type qui est en opération, qui bosse chez BCG, qui dit « Ah, mais je suis peut-être intéressé. » Et donc, au début, c'est vraiment... Tu crées un château de cartes. Et tu essaies de tenir un peu partout. Tu essaies de tenir un peu partout. Et c'est une chose qui amène l'autre. Et tu convaincs l'autre personne de venir. Parce que j'ai déjà ces deux personnes-là qui veulent venir. Et donc, tu as plus de valeur là-dessus. Et donc, tu crées ce château de cartes jusqu'à ce qu'à un moment, il y a quelque chose. Et toute cette période-là... Tu peux arrêter de tenir et en fait, ça tient. Ouais, c'est ça. Et toute cette période-là, tu te sens un peu stop parce que tu vends un peu du vent au début, mais tu dois le faire parce que sinon tu peux pas avoir des gens qui veulent venir. Le tout, c'est de convaincre les gens de te suivre dans ce projet et d'avoir. C'est vraiment je me rappelle, notre troisième personne qui a vraiment nous aidé en côté, c'est un type qui s'appelle Jay, qui bosse toujours avec nous, qui bossait avec moi chez YouTube, qui est la personne il déteste le risque. C'est impressionnant qu'elle ait décidé de partir. Et en fait, je lui ai juste dit, tu ne veux pas bosser sur le côté. Regarde, on est avec 2 ingénieurs, etc. Et tu vends un peu du vent au début, quoi. Jusqu'à ce que ça ne devienne plus du vent. Ok. Un autre chiffre? Un 13? 12. Si demain, tu devais recommencer avec 0 € en poche, qu'est-ce que tu ferais? Courtyard ou tu irais dans une complètement de direction? Ah non, maintenant, on a des concurrents qui se lancent tous les deux. Toutes les semaines, il y a quelqu'un qui copie le modèle. Donc, même des grosses boîtes comme GameStop et des choses comme ça. Donc, c'est une bonne question. Je pense que je testerais en quelque chose dans un modèle similaire. Je lancerais le même type de produit. Je testerais quelque chose dans un modèle similaire. Je pense qu'il y a énormément d'opportunités avec les AI maintenant. Donc, le divertissement AI, un peu la gamification, comme tu disais, l'expérience. Il y a plein de choses qui se passent avec les AI, c'est impressionnant. Ouais. Nous, 80% de notre code est créé par les AI. Donc, il y a énormément de choses qui se passent là-dedans. Donc, j'explorerais, je pense, c'est encore une fois, dès qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, c'est là que ça ouvre plein d'opportunités qui n'existaient pas avant. Donc, je pense que je regarderai un peu ce qui se passe dans tout ce qui est AI. Okay. Et je ne sais pas si j'aurais sachant tout ce que je sais maintenant, à quel point c'était dur d'arriver jusque maintenant. Je ne sais pas si j'ai encore dans moi toute l'énergie pour... on a quand même bavé beaucoup. Donc, ça demande beaucoup. Ouais, ça, je l'ai compris. J'ai l'impression que tu le dis à demi-mot depuis le début de l'interview. Tu parles de cheveux gris, tu dis que ça demande beaucoup. Donc, on sent que c'est compensé par le niveau d'énergie que ça te procure. Mais je vois quand même que qu'en effet, c'est pas... Ah non, c'est pas facile. Et c'est pas gratuit. Ouais, dès que les gens qui faisaient des concurrents, j'ai dit bonne chance parce que c'est pas. Surtout quand tu deals avec quelque chose de physique. En fait, t'as pas le droit à l'erreur. Tu peux pas avoir le droit. On peut pas perdre une carte. Si tu perds une carte, la boîte est morte. Tu parles de confiance. Tout est nouvel la confiance. Et la confiance se crée au fur et à mesure et t'as pas le droit à l'erreur. Et il y a plein de gens qui vont dire mais non, mais ça c'est. Il y a toujours des gens qui vont dire que même si tu essaies d'innover et tu essaies le plus transparent possible, il y a toujours quelque chose qui va pas aller. Et tu n'as pas le droit à l'erreur. Tout ce que tu fais, au niveau consommateur, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et c'est ça qui est fatigant. Mais c'est génial aussi parce que ça te met une pression dans le sens où c'est la barre est là, quoi. C'est marrant que tu dises que tu n'as pas le droit à l'erreur alors que tout ton discours, c'est d'échouer le plus vite possible. Tu n'as pas le droit à l'erreur sur... T'as pas le droit Tu peux échouer sur les concepts que tu lances. Tu n'as pas le droit à l'erreur sur... La confiance confiance des clients. Tu peux pas faire un faux pas. Oui, les gens se plaignent d'ailleurs que tu ne prennes pas leur argent. Un dernier chiffre? Oui. 7. Quel concurrent, s'il y en a, tu respectes secrètement? Et pourquoi? Ou pas secrètement? Il y a un concurrent que je respecte secrètement. Il y a beaucoup de concurrents. Donc, il y a déjà GameStop a voulu... J'ai eu un call avec le CEO de GameStop, le Ryan, etc., qui avait voulu à l'époque nous racheter. J'étais en mode non, pas intéressé. Il y a une boîte qui s'appelle Arena Club, qui est le plus gros concurrent, qui est
nous a aussi copié le modèle. Et une boîte assez récemment qui s'appelle Triumph, qui a copié notre modèle. Et l'histoire, c'est qu'il y a un investisseur, donc un gros investisseur d'une grosse boîte d'un gros VC de la Silicon Valley, qui m'a dit, tu devrais parler à Jake, le CEO de Triumph, qui est une boîte dans laquelle on a investi, qui est une boîte qui fait du mobile gaming. Ok. Vous avez investi de Courtyard? Non, cet investisseur-là. Ah, ok, pardon. Cette boîte, ils sont géniaux, ils s'y connaissent super bien en tout ce qui est marketing, etc. Et j'ai parlé à... Ils sont très malins. Mais j'ai parlé au fondateur qui a voulu investir dans la boîte et on n'avait pas de place pour investir. Il était un peu... Et il me regardait un peu de haut en mode genre, ouais, je suis à une conférence à Vegas de gaming, pourquoi est-ce que t'es de mobile gaming, pourquoi est-ce que t'es pas là, tu devrais être là. Un peu, je te prends de haut. Et c'est comme ça qu'on fait au niveau marketing et tout. Tu devrais apprendre ça. Genre, je m'y connais pas. Et en fait, ce que j'ai pas su, c'est que 6 mois après, il a lancé notre concurrent. Donc, il a copié notre modèle parce qu'il adorait le modèle quand je lui ai expliqué. Il a juste copié exactement la même chose. Et ils sont bons dans le sens où ils sont très forts dans tout ce qui est acquisition marketing. Ils vont dans un côté complètement différent de ce qu'on est en train de lancer. Donc, c'est pas vraiment. D'autres produits, tu veux dire? Genre. Non, mais collectibles? Beaucoup plus. Eux, ils vont vraiment dans le modèle casino. Nous, on bouge vraiment du modèle casino dans le sens où c'est, pire des cas, tu reçois quelque chose qui vaut 80% de ce que tu achètes. C'est vraiment plus la discovery de notre côté où, parce que les discovery, c'est impossible d'avoir que des cartes qui valent $100. Tu peux en avoir 3 qui valent exactement $100. Tu dois avoir des trucs qui valent un peu moins, un peu plus. Donc le range est plus proche, on va dire, du prix moyen. Avec le casino, tu vas avoir beaucoup plus d'autres. Ouais, à casino, c'est tu payes $100 la plupart du temps, tu reçois quelque chose qui vaut $5, mais tu peux recevoir une chose une qui fois vaut, sur 100 000 $1000. Ouais. Okay. Ce qui pour moi n'est pas du tout le concept, parce que le concept, c'est juste tu veux passer du temps à ouvrir des paquets parce que c'est fun. Et c'est limite l'écart type va être plus grand entre les différents produits que tu vas avoir dans la partie casino que chez vous. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? D'être un bon papa. C'est la priorité à la fin, en final. Donc oui, il y a toujours... tu vois, je pense que quand tu as un enfant, tes priorités changent aussi au niveau de ce qui est important. Et donc, prioritise aussi vie de famille, etc. C'est important. Et est-ce que tu as un appel à faire maintenant que tu es là? Bon, après, ta boîte est aux US, tu vas toucher un public francophone, mais est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être utiles pour Courtyard, dont tu as besoin maintenant? Si vous aimez les cartes Pokémon, allez-y. Ou les montres. On en voit dans d'autres pays. Donc, Et c'est quoi la target pour cette année alors, pour Courtyard? Il y a quelque chose que tu vises particulièrement? Continuer la croissance. Donc là, on a une grande croissance. Là, maintenant, on a fait 68 millions le mois passé. On est en phase de faire plus de 100 millions ce mois-ci. Le but, c'est de grandir. Donc, le problème, c'est que... Enfin, c'est pas un problème. C'est que l'attente, en fait, tu peux pas ne pas grandir. Et donc, même si tu peux avoir les plus gros chiffres, tu dois grandir au niveau de l'investisseur. Parce que c'est tout niveau croissance. Et donc, il faut grandir. Et cette croissance à tout prix, sorry, là, je sais que c'était la fin, mais enfin, je dois pas m'excuser, mais ça me vient maintenant. Cette croissance à tout prix, tu penses qu'elle a un revers de la médaille? C'est stressant. Non, c'est stressant. Et on n'a pas grandi ça faisait depuis quelques mois qu'on n'avait pas grandi, parce qu'on a fait comme ça, puis on a stagné un peu jusqu'à ce qu'on trouve c'est quoi le nouvel élan qui va faire fonctionner les choses et améliorer le produit, on a lancé notre application, etc. Non, c'est pas... Enfin, c'est croissance à tout prix dans le sens où on est encore tout petit sur le marché. On a à peine pénétré, donc il faut juste... On sait ce qu'on doit faire pour grandir. Donc, il n'y a pas de revers de la médaille à ce niveau-là. C'est pas comme si tu faisais des... on n'est pas dans un... on prendra jamais de décisions qui font que ça va être non éthique ou un truc à ce niveau-là. Quoi. Ok. Et pour moi, la croissance, c'est au plus tu donnes de valeur aux consommateurs et au plus tu changes la façon dont les choses sont faites et prends des risques. Par exemple, on a un marketplace où tu peux acheter achat, vendeur, etc., comme eBay. On a tout mis à zéro. Il n'y a pas de fee. Personne n'aurait fait ça. On s'est dit, écoute, on se fait de l'argent d'une autre façon, on va tout mettre à zéro. Et donc, essayer un peu de changer la façon dont les choses ont été faites pour trouver quelque chose de nouveau modèle. Différenciation, un positionnement différent, pouvoir attirer des personnes qui seraient prêtes à échanger, ensuite rentrer dans la loterie. Ok. Merci Nico. Hyper intéressant, hyper cool d'avoir exploré un monde que je connaissais pas du tout. D'avoir replongé dans la nostalgie des cartes Pokémon, de l'avoir mixé avec la technologie de la blockchain, qui est, je sais bien, votre back-office, finalement, vos back-end, et qui est pas le front-end. Et ouais, c'était chouette d'avoir une vue justement d'une boîte qui est faite dans un tout autre domaine,
plutôt concept unique comparé à d'autres. Sachez que si j'ai expliqué à ses parents que tu quittes ton job à Google pour lancer des cartes Pokémon sur ce truc qui s'appelle la blockchain, c'est pas toujours simple. Et expliquer en soirée quand les gens disent qu'est-ce que tu fais, Oh waouh. c'est pas facile. Un pitch prévu, j'imagine tout fait. J'imagine la blockchain, là, j'ai vu que t'étais rodé quand tu l'expliquais. Non, généralement, je dis je vends des cartes Pokémon. Et ça fait rire les gens, ça fait sourire. Soit les gens s'arrêtent là. C'est trop compliqué. Ok. Les gens sont pas intéressés d'écouter ton pitch là-dessus. Je pense que les gens pensent qu'ils sont plus intéressants que ce qu'ils ne le sont. Donc, c'est juste... je vais pas plus en surface, sauf s'ils sont intéressés et qu'ils creusent, j'explique un peu plus, mais... Super, merci. C'était très cool. Et merci pour l'écoute, ça fait plaisir. Si tu découvres l'épisode maintenant, j'interviewe des entrepreneurs, entrepreneuses belges, mais bon, quelquefois ils sont expatriés pour avoir leur parcours et aussi toute l'histoire de leur boîte. Donc n'hésite pas à t'abonner si t'as kiffé et à me suivre sur les différents réseaux, sur Insta, sur LinkedIn, t'abonner sur YouTube. C'est là où j'essaie un peu plus de percer, donc ça m'aiderait énormément. Si t'es à la fin de cet épisode, et même si t'es sur Spotify, n'hésite pas à aller sur YouTube, t'abonner, ça m'aiderait beaucoup. Et je te dis à dans 2 semaines. Ciao, ciao.